Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast après la très longue séquence DH20 et on vous remercie pour votre soutien pendant ce mois de septembre DH20. Place au preview. Pour ce faire, nous sommes 4. D'abord, c'était son anniversaire cette semaine, j'étais obligé de le répéter. On lui souhaite donc un excellent anniversaire, c'est Constant. Comment ça va Constant ? Ah ça va, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré ici avec vous, parce que les épisodes du DH20 n'ont pas été tournés dans l'ordre. Incroyable révélation, la magie n'existe pas. Non, donc ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas tourné ici et on revient pour parler de cette saison NBA qui pointe doucement le bout de son nez et qui est particulièrement satisfaisante pour nous fans de basket. Des nouvelles nuits blanches et de nouveaux trucs à ne pas penser, hormis les rotations dégueulasses des Hornets. Mais on s'avance déjà un peu sur la preview. Ah ouais, ça va tirer. Effectivement, pour le petit secret de production, le premier épisode du DH20 qui avait été enregistré l'avait été à la mi-août environ, et c'était l'épisode avec Jason Tatum, Jimmy Butler et Devin Booker avec Constant ici présent, Amine qu'on salue et moi-même. Deuxième membre de l'équipe aujourd'hui, on dit bonjour à mon compagnon d'infortune face au déboire de l'OM, c'est Madiane. Comment ça va Madiane ? Eh ben ça va. Comme je n'ai que l'OM à supporter, vu qu'en NBA je suis assez neutre, ça va. Je souffre que dans un soir. Alors, pour ceux qui suivent plusieurs sports, il y a eu un mois de dimanche, il y a quelques semaines, un classico, des Ravens qui perdent contre les Indianapolis. J'ai cru que j'allais me défenestrer, c'était horrible. On enchaîne. T'es pas le plus loti de ce groupe de 4, je te le dis tout de suite. Parce qu'il y a un fan de l'OL et un fan des Giants de New York. Donc non, sur ce spot-là, laisse-moi un petit peu le culture de la loose. C'est vrai que cette année, t'es plutôt fort, Constant. Et puis Tom. Alors Tom, j'ai écrit ça dans ma fiche. Tom, ça fait 7 ans qu'on enregistre ensemble et j'ai plus d'introduction personnalisée. Comment ça va, Tom ? Très bien, et toi, Ben ? Faisons Parfait. simple. Faisons simple, effectivement. Donc, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Cette année, donc, les previews chez Dunk Hebdo se feront en 3 épisodes. On va marquer une petite pause et on va vous expliquer comment ça va se dérouler cette année. 3 épisodes pour couvrir 30 équipes. Ça fait donc 23 équipes par épisode exactement. Non, cette année, ça sera 10 équipes par épisode. Nos previews étant plus courtes, plus ramassées que celles que vous pouvez entendre par exemple chez Cui Basket où tu es passé, Constant notamment sur les caves récemment. On salue donc le très bon travail de l'équipe Cui Basket et de N5 justement sur ces previews. On a décidé de notre côté de faire plus ramassé. Donc une équipe, une problématique précise sur chaque équipe. Vous l'avez peut-être remarqué en regardant le titre de ce podcast, le mélange des équipes peut paraître un peu abstrait. Pourquoi ces équipes-là sont ensemble ? Alors tout simplement, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a pris les over-under d'ESPN, on a fait 3 groupes. Le groupe des équipes qui ont les 10 moins bons over-under, les 10 équipes du milieu, les 10 équipes du haut, et à chaque fois, on a pris 3 équipes de chaque groupe, et on a pris une petite wildcard à chaque fois pour faire 10 équipes. Ça me paraît plutôt clair. Chacun d'entre nous s'est vu assigner une équipe, les gars, donc on va commencer, parce que ça risque d'être très long. On commence par les 3 équipes du bas. Les Spurs vont ouvrir le bal avec toi, Constant. Les Spurs, on en parle beaucoup dans cette pré-saison, parce que forcément, il y a l'attraction Victor Wembanyama. Je cite la première question. L'arrivée de Victor va-t-elle coïncider avec le retour de préceptes défensifs du côté de San Antonio ? Oui, c'est la première question qu'il faut se poser. Au-delà, effectivement, de l'effet Wembanyama qui a déjà mis tout Twitter en ébullition pour 2 matchs de pré-saison, c'est un point où il faut quand même s'interroger puisque les Spurs étaient le 30e defensive rating l'an dernier à 119, une défense ignoble, indigne d'un coach comme Greg Popovich. Je me dis, au-delà des attentes sur quel est le niveau de Victor, des questions un peu basiques qu'on a pu entendre un peu partout, je me suis dit, un peu plus collectivement, comment l'arrivée de Victor Wembanyama va changer la défense des Spurs et va-t-elle la changer ? Alors évidemment, mais jusqu'à quel point ? Est-ce que les Spurs vont redevenir une défense dans la moyenne NBA ? Est-ce qu'ils resteront dans le bottom 10 ? Ça dépend beaucoup de l'utilisation de Victor, mais d'avoir un prospect aussi énorme défensivement, ça peut être suffisant pour te transformer une défense qui était 30e l'an dernier à potentiellement une défense, je sais pas, 17e, 16e cette année, parce que c'est un freak défensif avant même d'être un monstre offensif, tout en gardant le même roster. Donc, l'effectif des Spurs n'a pas changé en soi de l'an dernier par rapport à cette année parmi les joueurs qui étaient présents, mais juste d'insérer Victor, est-ce que ce sera suffisant pour transformer cette défense et pour donner envie aux joueurs des Spurs de défendre, ce qui n'était pas le cas l'an dernier ? C'est la première question que je me pose.
Personnellement, je pense que Victor est suffisamment fort défensivement pour te rendre la défense des Spurs honnête, même si j'ai peur que dans son utilisation, il y ait beaucoup de Zach Collins qui soit en premier rideau sur un intérieur ou sur un ailier dominant, et Victor qui arrive plus en second rideau en rôle de roamer. Ça peut, selon moi, rendre la défense des Spurs un peu plus faible que si tu as vraiment Victor qui est sous le cercle à contrer ou à dissuader tout ce qui se présente. Tu l'as dit, Constant, si les Spurs arrivent à s'extirper du bottom 10 des 10 pires équipes, ou même s'en sortir un peu, ça va avoir une vraie valeur, parce que quand on regarde les ratings offensifs et défensifs, quand tu es dans le top 5 des pires défenses, tu es quasiment assuré d'être parmi les cancres de la NBA, sauf si tu as une attaque élite, et ça sera peut-être pas le cas des Spurs, on va être honnête. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les Spurs et leur défense? Du coup, c'est vrai que voir des Spurs à l'agonie comme ça défensivement, comme l'a dit Constant, quand on a connu les équipes des Spurs et certains prospects défensifs qu'il y a du côté des Spurs, ça faisait un peu tâche, effectivement. Après, on peut toujours relativiser en se disant que l'an dernier, il y avait eu quand même un tank orchestré dès la pré-saison, dès les previews l'an dernier, on avait dit que c'était presque honteux à ce stade parce que c'était très évident ce qu'ils cherchaient à faire. Ils ont réussi à l'accomplir, félicitations à eux. Sur la défense, donc je pense qu'il y aura quand même plus de sérieux. Et au-delà de ça, je pense que dans l'adaptation NBA d'un joueur qui n'évolue pas NBA, c'est la défense généralement qu'on retrouve en premier. Et je pense que c'est cet aspect-là de Victor qui sera le plus rapidement transitionné. Je veux pas parler des matchs de pré-saison parce que c'est toujours compliqué d'évaluer, mais si je dois fonder des espoirs sur Victor, je les fonde beaucoup sur sa défense dans un premier temps, sur les débuts de son adaptation, et ça va être quelque chose à suivre parce que effectivement c'est un joueur qui peut vraiment changer la face d'une équipe parce qu'en fait la force de dissuasion est extrême et en fait pose des énormes problèmes offensifs sur lesquels tu t'adapteras pas en saison régulière. Donc je pense quand même que de par cela, ça va forcément être une meilleure défense évidemment, mais que ça va redevenir beaucoup plus sérieux que ce qu'on a vu l'an dernier. Tom, un petit mot. C'est vrai que peut-être en question de transition de skills, comme l'a dit Constance, si il n'est pas dans un rôle de protecteur de cercle dit classique, ça sera peut-être plus facile, effectivement. Tom, le mot de la fin. Puis Constant, pour conclure. Je pense que de toute façon, mécaniquement, c'est quelqu'un qui va impacter le profil de tir qui est pris par l'attaque adverse, qui va forcément, il y aura moins de shoot au cercle qui seront pris quand il est là. Je pense que c'est un joueur qui va être élite dans les choses qui n'arrivent pas. C'est aussi ça où on voit la différence en termes de défense. Parfois, les joueurs vont refuser les tirs et vont changer vont changer d'idée quand ils vont simplement le voir arriver sous le cercle. Et puis, il y a ça, il va impacter, je pense aussi, les tireurs à 3 points, parce que quand tu vois un gars comme ça te courir en face, tu vas peut-être refuser ton tir. Il va impacter les flotteurs, parce que tirer un flotteur au-dessus d'un mec aussi grand, du coup, ça change aussi la façon dont tu vas déclencher ton tir, le timing de ton tir aussi. Donc, je pense que il y a pas mal de choses où vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, sa simple présence sur le terrain va impacter la façon dont l'équipe adverse prend les tirs, plus que son propre talent. Et puis après, on va le voir, je pense aussi, arriver très vite sur le playmaking défensif, tout ce qui est contre et tout ce qui est, par exemple, donc tout cas, tous les déflexions ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui est quand même assez mobile, qui arrive à dévier des ballons dans le trafic. Je pense qu'à partir du moment où il sera sur le terrain, même s'il est loin de toi, il y avait eu un peu cet effet-là avec Evan Mobley l'an dernier. Même s'il est loin de toi, tu vois que il peut quand même te contester un petit peu. Et je pense que Victor, ça va être ça, mais x2 quoi, x2, x3. Constant, pour conclure. Oui, pour citer quelqu'un de Santa Clara, il change la géométrie du terrain, globalement, Victor Wembanyama. C'est un raisonnement, c'est un raisonnement que j'ai pour moi-même, mais je trouve qu'il y a des défenseurs intérieurs, il y a des défenseurs intérieurs / extérieurs, et je pense que Victor fait partie de cette catégorie de joueurs-là, là où il y a d'autres Rudy Gobert, pour moi, n'est pas un défenseur intérieur-extérieur, par exemple. Là où un Jaren Jackson Jr. ou un Evan Mobley sont ce type de joueurs-là. Et ouais, pour moi, la solution que vont tenter de trouver les équipes adverses, c'est de le faire sortir Victor et d'essayer de le battre sur le premier pas. Sauf que la problématique, c'est qu'il est tellement long, qu'il est tellement mobile que c'est difficile en fait
créer suffisamment de distance pour qu'il puisse pas faire un contre en recovery. Donc, oui, en recovery, parce que j'ai pas la traduction littérale. Mais ouais, donc pour moi, la problématique, ça va être avant tout de sous le cercle, déjà les contres, mais ne serait-ce que, comme l'a dit Tom, de changer ton tir. Pas forcément de pas le prendre, parce que les très forts attaquants NBA vont pas faire comme a fait Jamal Cain, à savoir refuser le lay-up, mais de changer suffisamment le tir pour ne pas faire un contre, mais pour faire une très bonne défense. Je me permets juste un truc là-dessus. Par exemple, je pense que en termes de créativité défensive avec un gars comme ça, enfin, par exemple, les zones 2-3 où normalement tu as 2 gars devant, 3 gars derrière, tu auras juste lui en tête de raquette et tu pourras surcharger. Enfin, ça c'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu. Eh bien, les Spurs, assurément une attraction de la saison. On enchaîne par une autre attraction de la saison, mais peut-être un peu moins attractive, on ne sait pas trop. On va parler des Portland Trail Blazers. Un groupe, c'est la question sur le papier intrigant, mais où la principale problématique reste le coach, point d'interrogation. Alors, intrigant pour le groupe, c'est un choix d'adjectif qui, personnellement, j'aurais peut-être pas utilisé intrigant. Constant lève la main. C'est intrigant, oui, peut-être par certains aspects. Tom, est-ce que c'est ça la principale question du côté des Blazers? C'est la manière dont Chauncey Billups va mettre ça en musique? Oui, c'est vrai que après, pour Chauncey Billups, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir une équipe qui part dans un processus de reconstruction sans changer le coach. Et du coup, c'est le coach qui est arrivé pour, on va dire, un objectif bien précis, qui voit le roster changer alors qu'il est dans la continuité de son contrat, et du coup, qui voit ses objectifs changer. Et finalement, la raison pour laquelle il est là est différente de la raison pour laquelle il a été engagé. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre puisque ça arrive très peu, en fait, des cas comme ça. Le dernier cas que moi j'ai en tête, ça va être quand Luka Doncic est arrivé du coup à Dallas, où il y a eu le processus de reconstruction et Carlisle était resté avec Dennis Smith et tout ça, où il n'y a pas eu de changement. Et c'est vrai que moi, quand je regarde le groupe des Trailblazers, ça va vous faire bizarre, mais moi, ça me rappelle un peu la première saison de Ja Morant, où par exemple, si on fait un parallèle où tu as par exemple Scoot Henderson dans le rôle de Ja Morant, tu as Sharp du coup dans le rôle du sophomore un peu plein d'espoir qu'il y avait avec John Jackson Jr. Tu peux avoir par exemple DeAndre Ayton dans le rôle qu'avait Valanciunas, Grant qui pouvait faire office de ce qu'on avait à l'époque avec Kyle Anderson et Jay Crowder, Brogdon qui pourrait s'assimiler à par exemple ce qu'on avait avec Tyus Jones, et Rob Williams qui pourrait s'assimiler à ce qu'on avait avec Clark. Donc je trouve qu'il y a quand même certaines ressemblances, à la différence que il n'y a pas un changement total sur la philosophie de la franchise, notamment parce que le coach reste le même. Je pensais à Steven Silas de mon côté, parce que entre le moment où il arrive et ce qui se passe en vrai, c'est pas... Jacques Vaughn, ils n'ont pas signé pour ça, en soi. Ouais, mais tu vois, mais il a même pas eu le temps au final, puisque lui, oui, il arrive, il a pas eu le temps en fait d'avoir l'effectif. Il n'a pas eu le temps de faire ses preuves avec un effectif fonctionnel. Sinon, Doc Rivers aux Clippers. Aussi. Ça pourrait l'être. Mais en tout cas, c'est un phénomène rarissime. Est-ce que tu as les mêmes questions sur Chauncey Billups, Madiane? Est-ce que c'est un coach? On va être honnête, c'est pas un coach qui a impressionné. Il y a eu cette embellie du début de saison de l'année dernière où la défense des Blazers a tenu quoi, 2 semaines et demie environ. La zone. L'arnaque, il a réussi à arnaquer vite fait, puis il y a eu un moment où tout le monde a regardé en fait. Ah bah non, en fait, ça marche pas. En fait, Billups, c'est super difficile à évaluer quand c'est dysfonctionnel de base et qu'en fait, il n'y avait pas d'espoir particulier, où tu te dis, ça va être très vite très compliqué, et le roster tenait pas la route, surtout pour les objectifs. Donc là, presque cette année, ça va être très vite le signe de si c'est l'homme de la situation ou pas dans cette nouvelle mouture, parce que je trouve le roster plutôt intéressant. Et il va falloir vite voir si c'est une bouillie de basket ou pas, parce que mine de rien, que ce soit Brogdon, Ayton, en fait, les assets qu'ils ont récupérés
en sortie du coup de Damian Lillard ne sont pas inintéressants. C'est pas des joueurs qui ne sont pas titulaires en NBA ou qui ne sont pas très intéressants dans la rotation. Malcolm Brogdon, ça fait potentiellement un meneur titulaire correct, un bon backup meneur, un beau soutien pour justement leurs rookies sur lesquels ils font des espoirs, fait qu'ils sont allés le drafter alors que peut-être que le plan d'origine était peut-être pas forcément de drafter. Franchement, là, il va falloir vite évaluer parce que si avec ce roster, tu proposes une bouillie de basket offensive et défensive, moi, je pense que la porte, elle sera très vite vue parce que ce sera pas normal à mes yeux. Le roster n'est pas nul de partout. Il y a des choses intéressantes à faire. Et si elles ne sont pas faites, ça veut dire que Chauncey Billups n'est pas un coach d'avenir dans cette franchise. Constant, pour conclure, est-ce que c'est... Moi, quand j'entends le discours de Madiane, j'ai envie de me dire que du coup, la question en sous-texte, c'est est-ce que Chauncey Billups sera là dans un an? Un peu. Ah non, il sera pas là dans un an. Ça, je pense que on peut. Hormis s'ils font une très bonne saison, mais pour moi, non, Chauncey Billups, c'est pas là dans un an. Je pense que je peux me tromper, hein. Je suis pas le meilleur pour faire des prédictions, mais je trouve ça difficile, comme l'a dit Tom, de changer de stratégie sans changer de coach. Alors après, s'il n'y a pas de changement de front office, potentiellement, tu peux rester. Mais s'il y a un changement de front office, ce qui, je ne pense pas, je pense pas que ça arrivera d'ici un an, peut-être qu'il peut rester. Mais il faut voir ce que va donner la saison. Moi, j'avais dit intriguant parce que sur le papier, il y a quand même beaucoup de joueurs de qualité. Alors après, il faut que ça se traduise sur le parquet. Mais voilà, Scoot Anderson, DeAndre Ayton, Robert Williams, Michael Brogdon, un peu d'en refaire Anthony Simons les soirs où il fait pas n'importe quoi. Faut voir ce que va donner Sheldon Sharp. Il est encore là. C'est vrai qu'il y a Jeremy Grant. Tu vois, mais j'avais littéralement oublié Jeremy Grant. Donc voilà, pour moi, sur le papier, tu as un effectif supérieur aux Rockets. Tu as un effectif supérieur même au Jazz. Je pense qu'il y a des points de discussion assez... Bref, pour moi, ça se discute. Franchement, ça se discute. Ouais. Mais ce qui fait la vraie différence, pour moi, c'est le coaching. C'est que je fais confiance en Will Hardy là où je ne fais pas confiance en Chauncey Billups. Donc, à voir ce que ça va donner dans une situation un peu moins d'urgence que ce qui était le cas les 2 précédentes années à Portland. Oui, non. Ça fait 2 ans, oui, Billups qui est coach, oui. C'est à partir du moment où ça a commencé à dérailler complet. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais disons que c'est une année de notation pour Billups, mais j'ai pas forcément confiance dans ce qu'il va être capable de produire pour ce roster. Mais au final, Constant, est-ce que du coup, Billups, c'est pas un meilleur coach de développement qu'un coach tacticien au final, par rapport à son vécu? Et peut-être que là, il peut être dans une situation où sa qualité principale peut être intéressante vu que le plan de la franchise a changé. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu développer personne, en fait, ces 2 dernières années. Il n'était pas là pour ça. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que j'attends de juger cette saison. Je finirai par un petit mot avant d'enchaîner parce que Madiane avait parlé de bouillie de basket, donc j'étais à 2 doigts de commencer l'équipe d'après, mais pas encore. Je me demande à quel point ces effectifs remodelés qui sont dans une phase intermédiaire où tu te dis peut-être ils vont être explosés, peut-être c'est pas la fin de l'effectif dans sa construction. Je me demande à quel point ils sont faciles à coacher pour les coachs, sans défendre Chauncey Billups en réalité, parce que je pense que ce sont des révélateurs, mais en fait le manque de direction parfois, peut-être, tu vois, par exemple, Billups peut se dire d'un côté, je dois être dans le développement de Scoot Anderson, mais de l'autre, je dois être dans la logique de résultat parce que j'ai des bons joueurs, j'ai des joueurs qui sont déjà prouvés en NBA. Donc, je me demande à quel point ce genre d'effectif est facile à coacher, en fait, dans la manière dont il est construit. Mais ça, c'est un peu différent. En tout cas, Portland peut remercier l'équipe d'après, hein, parce que si l'équipe d'après n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, on parlerait de Portland totalement différemment aujourd'hui. Merci Tom. J'enchaîne. Charlotte Hornets. Je suis présupposé aux Hornets. J'aime ce genre de défi. Alors, moi, je me suis mis un défi, c'est répondre à la question sans évoquer le hors-terrain. Je vous laisserai tout le temps de le faire après parce que c'est nécessaire, effectivement. La question étant, que serait une saison réussie pour les Hornets cette saison? Alors, ma première réflexion était justement sur le hors-terrain. Donc, je tairai ma première réflexion et je vais donner ma deuxième réflexion. Alors, pour moi, ils ont gagné 27 matchs la saison dernière et je pense qu'il n'y a pas uniquement des objectifs terrain, il y a aussi des objectifs en termes de connaissance de l'effectif. Il y a un nouveau groupe de proprio, ça a été changé durant l'été. Ils n'ont pas eu la main sur la draft, je pense qu'ils regrettent peut-être un peu. Ils n'ont pas eu la main sur la free agency. Donc, je pense que là, on est dans une logique pour réussir la saison du côté des
Hornets, c'est répondre à la pléthore de problématiques qu'il y a et trouver quelques réponses. Parmi les problématiques, pour moi, une, c'est par exemple le niveau de LaMelo Ball. LaMelo Ball, qu'il aille plus au cercle, qu'il shoot moins à 3 points. Steve Clifford en parlait dans une interview, retrouver des coéquipiers sur le pick and roll qui jouent mieux sur le pick and roll. Il y a d'autres problématiques, c'est qui ton backup meneur. À l'entame du training camp, c'est extrêmement compliqué comme position. Il y a beaucoup de destins de joueurs, selon moi, qu'il faut solutionner et il faut avoir des réponses à ces questions. James Bouknight, c'est un lotripic qui a joué la Summer League dans sa 3e saison, en enchaînement de phrases qui est terrible. Et je n'ai pas regardé la Summer League de James Bouknight, je vais être honnête. De ce que j'ai lu, il a été mauvais. Donc, c'est encore plus inquiétant. Je ne sais pas s'il sera là la saison prochaine. Et la question du poste de pivot, Mark Williams, on a vu des bonnes choses. Il s'est fait opérer durant l'intersaison. Est-ce que c'est la solution? Et la question... Il s'est aussi fait allumer par Kai Jones. Aussi. Il s'est fait allumer par Kai Jones, qui n'est plus dans l'effectif, mais c'est du hors-terrain, donc je tais ce volet-là, Tom. Il y a la question Terry Rozier. Est-ce que c'est vraiment le bon complément qu'on peut mettre à côté de LaMelo Ball? Il lui reste 2 ans de contrat, il serait peut-être plus facile à transférer à la fin de cette saison, il lui en restera 2. Pour moi, il y a beaucoup de questions. Voilà, cette année, une saison réussie, c'est plus que le résultat, ou peut-être qu'il pourra accrocher un play-in dans malentendu total. Je pense que pour eux, la saison, c'est si l'année prochaine, on entame les previews sans se poser 14 questions sur leur effectif. Je vous laisse enchaîner sur... À quel point c'est dramatique que Steve Clifford, au Media Day, déclare que c'est le meilleur roster des Hornets qu'il a eu. À quel point c'est dramatique, ça, déjà. Enfin, encore, c'est un roster... Il dit que c'est le roster le plus talentueux des Hornets qu'il a eu. Et encore, c'est le roster qui va être amputé d'un joueur, en plus. Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est une équipe qui... Moi, je pense pas que c'est une équipe... On les a laissés, entre guillemets, la dernière fois où ils étaient au complet sur une autre défaite cinglante au play-in. Encore. non, mais c'est vrai. La dernière fois que cette équipe-là a pu avoir des joueurs au complet, ils étaient à plus de 50%. Ils ont fait le play-in et se sont fait désintégrer. Et non, mais c'est sérieux. Mais du coup, j'ai peur en fait que cette équipe-là, il y a un des joueurs qui n'était pas là l'an dernier, dont je ne vais pas citer le nom, va revenir normalement cette saison. Mais du coup, c'est pas parce que l'effectif est, entre guillemets, revient à peu près à ce qu'il y avait il y a 2 ans que l'équipe va performer de la même façon, même si les joueurs sont peut-être meilleurs. Donc, moi, j'ai du mal à croire à cette équipe-là. Après, c'est vrai que Coach Clifford, voilà, all plancher coach. On sait qu'il il va pouvoir tirer le maximum de cette équipe-là sur les choses faciles, entre guillemets, tout ce qui est perdre très peu de ballons et emmener un plancher défensif assez intéressant. Il va rester après la question de l'intégration du coup des rookies et le développement des jeunes joueurs. Mais c'est vrai que, t'as l'impression que cette franchise-là, l'essentiel, il est pas sur le terrain parce qu'il se passe beaucoup trop de choses en dehors et à côté, quoi. Le problème qu'il y a, du coup, la grande nuance constant pour la fin, ça va être légendaire. Vas-y, Mathieu. La grande nuance, en fait, sur cette équipe par rapport à ce qu'ils étaient il y a 2 ans quand ils se sont désintégrés au play-in, et là, c'est qu'en fait, Clifford, il a fait ce qu'il sait faire, en fait, ce qu'il sait très bien faire, et ce qu'il a fait à Orlando, c'est que l'équipe a pas énormément de talent. Bon, on va faire une assise solide défensive, on va partir sur les bases, sauf que du coup, l'an dernier, tu te retrouves quand même à être la pire attaque de la NBA. Et franchement, fallait forcer pour y arriver. Et bravo, c'est la pire attaque NBA. Et du coup, cette année, moi, la question, c'est dans l'animation offensive, quand même, il y a un minimum de talent qui fait que moi, je comprends pas, en fait. Moi, j'attendrais l'inverse. J'attendrais une équipe moyenne, moins en attaque et nulle en défense. Et j'ai l'inverse. Quand je regarde le roster, c'est vraiment ça que je me dis. Donc, moi, je me pose des questions aussi sur à quel point c'est aux joueurs, parce que c'est pas Clifford qui va mieux les faire jouer en attaque, clairement, c'est pas son truc. À quel point les joueurs vont réussir à élever légèrement le niveau offensif de cette équipe pour que ça soit un minimum intéressant et qu'ils réussissent à gagner plus de matchs. Parce que défensivement, je pense qu'ils sont
plafond, ils finissent 20e defensive rating. Je les vois pas beaucoup plus haut vu le matériel qu'ils ont. Et c'est déjà pas mal, je trouve, défensivement vu le matériel. Maintenant, le seul axe de progression, c'est sur l'attaque, qu'est-ce qu'ils développent en termes de jeu, etc. Et là, j'ai peur que ce soit très dépendant des joueurs. Et si c'est dépendant des joueurs, ça ira pas très loin. Je vais laisser Constant, et j'aurai pas le temps de divaguer sur ça, parce qu'on n'a pas le temps dans ce format-là. La case talent des Hornets, il y a un jour, je vais faire un article dessus, parce que je trouve que le talent qu'on prête aux Hornets, j'ai l'impression d'entendre cette phrase depuis 3-4 ans sur Hornets, qui se base en partie sur le pédigré des joueurs qu'ils ont, plutôt que sur les joueurs qui jouent vraiment sur le terrain. Moi, ça me fascine. En fait, la notion de talent des Hornets. La théorie des profils. Exactement. Ils ont des profils, ils n'ont pas des joueurs. Bref. Constant, on trépigne d'impatience. On veut t'entendre sur les Hornets. Non, mais qu'est-ce qu'une saison réussie pour les Hornets? De ne pas avoir de joueurs supplémentaires qui rencontrent des problèmes avec la justice. Parce qu'il y a un moment où... Et franchement, je suis pas du tout un hater des Hornets et je plains leur fanbase parce que ça doit être tellement dur de supporter une franchise comme les Hornets. C'est-à-dire que je sais pas, c'est peut-être moi qui suis dans le déni, mais quand on me dit maintenant tu penses aux Hornets, je pense en premier au hors-terrain. Je pense pas au terrain. Et c'est catastrophique d'avoir une franchise qui arrive à ce point à obstruer le fait déjà que c'était une mauvaise équipe l'an dernier. Je pense que dans un futur podcast Reconstruction, on fait le point. Potentiellement, tu peux remettre les Hornets dans le tas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur eux. Et le truc, c'est que Tom, tu as parlé du fait qu'ils allaient réintégrer un joueur, mais moi, je vais citer son nom. Miles Bridges ne doit plus refoutre un pied sur un parquet NBA. C'est-à-dire qu'il devait déjà plus foutre un parquet sur un pied NBA après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Mais là, avec les nouveaux éléments qui sont sortis, mais je comprends même pas comment les Hornets lui donnent l'autorisation d'entrer au centre d'entraînement. C'est-à-dire que l'autre, il se poste. Déjà, c'est une merde. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est une merde humaine globalement. Mais l'autre, il se poste en train d'être au centre d'entraînement des Hornets 24 heures après qu'il y ait des éléments qui soient sortis. Et pendant ce temps-là, t'as Kay Jones qui est clairement en train de rencontrer des gros soucis, que ce soit mentaux, que ce soit potentiellement de substances. Là, par contre, les joueurs sont en mode « Ah non, on veut plus de toi, casse-toi » et les Hornets le coupent. Mais Miles Bridges, pas de problème, reste là, t'inquiète pas. C'est pareil pour les Rockets avec Kevin Porter Jr. C'est la même problématique. Donc, il y a un moment où les Hornets, on peut parler de 150 trucs, mais à partir du moment où c'est tellement le bordel hors terrain, où t'as tellement de trucs, de James Bouknight qui a des affaires, la Melo Ball qui a des affaires, Miles Bridges, c'est même plus des affaires, c'est un casier judiciaire, le dossier Kay Jones qui a été géré avec les pieds. Si tu veux redevenir une franchise intéressante sur le papier, fais ton ménage hors terrain, parce que là, c'est plus possible en fait. Et même pour l'image de la NBA, je trouve que d'avoir une franchise aussi horrible que les Hornets, ça renvoie une mauvaise image. Je fais un ajout quand même. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, que la NBA n'agisse pas en fait. Parce que je rappelle qu'il y a des joueurs qui ont été suspendus pour des idées, par exemple, racistes, qui ont été exprimées par ces joueurs. Et ils ont pris 2 ans de suspension. Et pour moi, c'est aussi un cas qui justifie le fait de suspendre le joueur. Et pareil, je ne comprends pas que si les Hornets ne font rien, mais comment la NBA, qui l'a déjà fait par le passé, se disent, ce joueur va salir mon image, il sort. Surtout qu'il y avait déjà eu des choses, encore une fois, sur les Hornets, à l'époque où ils s'appelaient Bobcats, pour Jeffrey Taylor, pour ceux qui connaissent, qui lui aussi il avait plaidé coupable et il avait été suspendu par la ligue. On rappelle que Tyreke Evans a pris 18 mois de suspension pour dopage. Regardez le nombre de matchs de suspension qu'a pris Miles Bridges. Miles Bridges, on parlait de NFL, c'est la fameuse citation d'un GM NFL il y a quelques années. Si Jack l'Éventreur courait le 40 yard dash en 4:30, on dirait qu'il avait un problème gastrique. Voilà. Donc, non mais c'est surtout, c'est la prise de position dégueulasse des franchises qui font non, Colin Kaepernick, t'as osé mettre un genou à terre, non, reviens plus jamais. Par contre, t'as battu ta femme, welcome back mon gars, tu nous as manqué, reviens faire du pick and roll, on a besoin de toi. Non, c'est bon, faut arrêter. Eh ben, on va fermer la page des Hornets. Et moi, je pense aux fans des Hornets quand même, parce que ça doit pas être une séquence très très facile. S'il y a un fan des Hornets et de l'OL qui se signale à nous,
On appellera un psychologue pour lui. Non, mais c'est surtout le truc, c'est que déjà les fans des Hornets, sans vouloir leur faire offense, ils sont pas beaucoup comparé à d'autres franchises. Donc c'est-à-dire que t'as même pas beaucoup de personnes avec qui partager ton mal. C'est-à-dire que tu souffres tout seul de voir ta franchise faire n'importe quoi. Donc vraiment courage à eux parce que c'est très dur et je pense que au-delà de résultats sportifs, ça doit être encore plus dur de supporter une franchise qui humainement a pas l'air d'être le summum de l'excellence. Au moins, les fans français pourront se gargariser avec Théo Malédon et puis Franck Nilikina. Voilà. C'est vrai. Fallait les citer. Et puis, on a fait beaucoup. Restez sérieux, Benjamin. On a fait beaucoup. On a fait très long, du coup, sur ces Hornets, c'est un cri du cœur pour faire un peu le résumé de l'état un peu apocalyptique de cette franchise. Enchaînons. Parce que dans ces previews, on essaye à chaque fois qu'on a un supporter d'une dite franchise de l'inclure. Et le premier qui rentre dans le groupe d'au-dessus, du coup, vous l'aurez compris, là, on quitte le groupe des équipes des cancres et on rentre dans le ventre mou, on va appeler ça comme ça. Mais justement, c'est la question. Les attentes ne sont-elles pas trop élevées chez certains? On va parler du Thunder d'Oklahoma City. Constant, est-ce que les attentes ne sont pas trop élevées sur ta franchise? Ça dépend par qui, c'est la question. Bon, déjà, petit instant promo. Il y a un podcast preview qui est sorti normalement au moment où vous entendez cet épisode sur la chaîne de War Thunder. Donc, si jamais vous voulez, non, pas au moment où on enregistre, Tom, mais au moment où l'épisode sera sorti, le podcast sera sorti. Il y a 1h45 que tu pourras écouter en x2 ou en x1.5, ne t'inquiète pas. Mais la question, ouais, on en a un peu parlé dans le podcast, c'est que il y avait une des autres questions que j'avais posées, c'est au niveau des previews, j'ai l'impression qu'OKC, c'est l'équipe qui a le prisme le plus important en termes de victoire-défaite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire OKC est une équipe qui est 11e de la conférence Ouest, quand d'autres vont dire OKC est une équipe 4e de la conférence Ouest. Je trouve qu'il y a un peu une enflammade sur le Thunder, notamment ces dernières semaines, où il y a Vosges qui dit ils ont potentiellement 4 All-Stars. Il y a Brian Windhorst qui dit ils peuvent faire 4e. Zach Lowe rejoint à peu près le même son de cloche. Bon, il y a toujours John Holliger pour nous ramener un peu les pieds sur terre. C'est bien. Tous les ans, c'est une constante de John Holliger, c'est de défoncer le Thunder. Ouais, il en avait donné 13 l'année d'avant. C'est pour dire à quel point il adore le Thunder. Mais je crois il y a des explications. C'est que il a fait un tweet sur 2 équipes qui sont allées en double overtime en pré-saison. Il a dit en punition, les équipes mangeront le média buffet à Oklahoma City. Alors c'est peut-être qu'il aime pas la franchise parce qu'il aime pas la bouffe. C'est peut-être une des raisons de l'explication. Mais non, plus sérieusement, je trouve que ouais, il y a beaucoup d'enflammades sur OKC. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans une conférence Ouest où ça va être la jungle globalement. T'as 11 voire même 12 équipes qui peuvent prétendre à une place au play-in. Du côté du Thunder, t'as effectivement un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, mais t'as un rookie avec Chet Holmgren. T'as un joueur de seconde année avec Jalen Williams et t'as un joueur de troisième année qui est plein d'imperfections avec Josh Giddey. Donc, tu peux avoir une équipe compétitive, tu peux avoir une équipe qui franchit un step, mais t'es quand même dans une année d'évaluation de tes jeunes, malgré tout, et ça a été rappelé par Sam Presti, ce qui me fait dire que calmos quand même sur les attentes. Si OKC se qualifie en play-off, ne serait-ce que via le play-in, ce sera déjà une saison largement réussie. Donc pour moi, c'est vraiment à exclure les conversations de top 4, top 5, c'est-à-dire que même dans un scénario où tout clique pour le Thunder, ça n'existe pas pour moi. Je pense que c'est le théorème classique, et je vais relancer Madiane puis Tom, c'est le théorème classique de la jeune équipe qui a montré des choses et du coup, les gens commencent à s'enflammer dessus. Je me rappelle d'une année où, vous savez, j'ai une histoire d'amour avec les Hawks. Globalement, les équipes de la South East, je les aime toutes. J'ai une histoire d'amour avec les Hawks et l'année d'après leur... En gros, après la deuxième année de triangle, il y a des over-under complètement fous sur les Hawks, en fait, qui sont mis en avant. Et j'ai l'impression que c'est un peu souvent l'écueil dans lequel on tombe avec les équipes un peu jeunes. Madiane, est-ce qu'on les attentes ne sont pas trop élevées? Et c'est vrai qu'on va associer ça à la deuxième question de Constant. J'ai hésité à choisir entre les deux. Est-ce que c'est pas la franchise pour laquelle il y a le plus grand delta entre le meilleur scénario et le moins bon selon où on jette l'œil? Oui. Les attentes sont quand même très hautes. Même moi, ça m'intrigue et ce sera une des premières équipes que je compte scruter cette saison. Parce que, justement, c'est une équipe sur laquelle on ne sait pas trop, finalement, comment ça va cliquer. Parce que le risque, quand tu as autant de jeunes, c'est justement que toutes les petites erreurs et conneries que tu peux faire, en fait, quand tu es dans ces années-là de découverte du métier de joueur NBA, en fait, tu es multiplié par le facteur du nombre de joueurs jeunes et ça peut en fait te plomber très vite des matchs que tu es censé gagner
et ça finalement ça grève tes attentes. Non, c'est une équipe effectivement qui aura une variance à mon avis cette saison plutôt élevée et effectivement une saison réussie du Thunder, c'est de pas faire pire que l'an dernier. S'ils font pas mieux, je serai pas forcément déçu. Par contre, s'ils font pire que l'an dernier, c'est-à-dire ne même pas aller accrocher une place pour jouer un petit match de play-in qui est toujours bon pour l'expérience, je serais très très déçu. Et je pense que c'est un risque qui est pas nul. Et c'est un peu inquiétant parce que tu te dis qu'une franchise qui fait jouer autant de jeunes joueurs, elle peut être très vite fragile, notamment dans des séries de défaites qui peuvent arriver très vite. Tom, un petit mot sur les attentes. Globalement, on est tous d'accord donc pour dire que c'est une équipe où il y a beaucoup de delta. C'est vrai que je pense que c'est une équipe qui a pas mal d'amplitude entre le scénario le plus haut et le scénario le plus bas. On en a parlé un petit peu avec Constant. Je trouve que les médias veulent un peu en faire ce qu'a été Memphis en 2021-2022, la saison où Memphis fait 56 victoires. Je pense que c'est le scénario, on va dire, le plus optimiste pour OKC. Et je pense que c'est plus optimiste là. Comment ? C'est un conte de fait là à ce niveau-là. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et je pense que ce qui fait que c'est pas impossible, et encore plus pour les médias, c'est non seulement le fait qu'il y a déjà un joueur qui est All-NBA First Team, il faut le rappeler, qui a été All-NBA First Team et qui est considéré comme un des... qui est un bloc dans le DH20 qui est considéré par ESPN, si on reprend le ranking des joueurs comme un top 10 NBA. Si on reprend juste ESPN, qui est considéré comme un top 10 NBA. Il y a l'arrivée du coup de Chet Holmgren, qui où les Américains sont très hauts sur le profil et qui est un peu le joueur qui apporte tout ce dont manquait OKC, tout ce qui manquait à OKC l'an dernier en termes de protection de cercle, de verticalité, de capacité à s'écarter. Et on a aussi des joueurs un peu chouchous comme Jalen Williams, qui l'an dernier était l'un des meilleurs rookies la saison dernière. Et en fait, ce qui, je pense, fait changer diamétralement le spectre dans lequel les médias voient OKC, c'est tout ce qu'ils ont la possibilité de faire. Alors oui, Sam Presti a bien précisé que lui, il n'était pas pressé, que de toute façon, qu'il a besoin de savoir ce qu'il avait en main pour pouvoir savoir ce qu'il manque. Et c'est totalement logique. Du coup, il y a beaucoup de médias qui fantasment le fait que OKC ait beaucoup de pics, beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité financière, de contrats à échanger, pour se dire que si l'équipe commence bien, ils peuvent se positionner sur un Pascal Siakam, ils peuvent se positionner sur un joueur potentiellement All-NBA qui va faire encore plus franchir une étape à cette équipe-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont hauts, c'est-à-dire qu'ils voient l'effectif de base, ils se disent qui a du talent, qui a du potentiel, malgré le fait qu'il y ait déjà des choses, des valeurs très sûres, mais il y a aussi tout le fantasme de pouvoir ajouter un joueur All-Star, voire All-NBA dans cette équipe-là, et pour exploser, entre guillemets, un certain plafond que eux auraient décidé. Voilà. Eh bien, pour une preview, je te refais une promo. Constant, à toi et à Pierre, pour une preview plus complète sur OKC, on vous invite à aller écouter les 1h45, c'est ça, Constant? C'est que la première partie. Ah d'accord. Voilà. Donc si vous en voulez vraiment beaucoup sur OKC, n'hésitez pas à aller écouter. On marquera une pause à un moment, mais avant la petite pause, on va se faire les Sacramento Kings. La surprise de la saison dernière, une des surprises, si ce n'est la grosse surprise, en tout cas la hype de la saison régulière de l'année dernière. Rappelons, très mauvais présentateur, je suis rouillé, on a fait une petite pause. Nos previews portent sur la saison régulière. C'est très important sur certaines équipes qu'on va aborder à la fin de l'épisode. Vous allez voir les questions. Par rapport aux Kings, la question, et je vais te lancer toi, Diane, connaîtront-ils la même réussite que l'an dernier? Absence de blessure, réussite au tir, efficacité dans le clutch. Sinon, comment faire aussi bien que l'an dernier? Ils sont pas spécialement attendus au même niveau que l'an dernier. C'est le premier truc que je constate et que je vois, et globalement, la plupart des observateurs semblent être d'accord là-dessus, et je partage leur opinion, c'est qu'ils font 48 victoires l'an dernier et se classent très haut avec 48 victoires. Ce qui n'est pas forcément garanti parce que ça dépend toujours dans l'Ouest de la configuration
de la course au playoff. 48 victoires, ça a déjà fini très bas en fait à l'Ouest, donc il faut se méfier de tout ça. Et en plus de ça, moi j'ai regardé leur over-under. Ils sont à 44,5 et c'est un peu un avis que je partage, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils se soient spécialement améliorés ou qu'ils aient régressé. Et moi je regarde surtout que leur classement ne dépendra pas d'eux principalement. Et c'est un peu ça le problème de la franchise, c'est que dans sa construction actuelle, il y a un très bon plancher, il y a un très bon niveau de base, et je pense que les données que tu as citées, donc l'efficacité dans le clutch, peu de blessures, etc., il y a de fortes chances en fait que ça se reproduise bien cette année et que ça clique bien, parce que forcément c'est déjà plus ou moins rodé là, ça a quand même joué d'une certaine stabilité. Mais si toutes les équipes autour d'eux cliquent bien et jouent bien en basket, en fait ils vont finir derrière ces équipes. Si les Phoenix ça tourne comme il faut, ils finiront derrière eux. Si les Clippers ça tourne comme il faut, ils finiront derrière eux. Et c'est un peu le problème à mes yeux de ces Kings, c'est que ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Et que c'est une très bonne équipe de plancher de la conférence Ouest. Je pense qu'ils iront effectivement à grand minima au play-in, mais surtout en play-off. Mais après, pour être aussi haut que l'an dernier, là, ça dépend clairement plus d'eux. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que ça dépend plus des autres que d'eux? Rappelons que on l'a sous-entendu dans la question, rappelons-le. Les éléments qui font qu'une saison peut tourner contre toi ou en ta faveur ont plus globalement presque tourné en faveur des Kings la saison dernière. Donc c'est pour ça que la question se pose. Tout a tourné en faveur des Kings l'an dernier. C'est-à-dire que la saison de Fox dans le clutch, elle est énormissime, elle est historique. La saison à l'effectif field goal, elle est historique. Ta line-up la plus utilisée qui joue 1800 minutes, c'est quasi jamais arrivé. C'est-à-dire que 1800 possessions. Oui, 1800 possessions, excuse-moi. 1800 possessions. 1800 possessions. Sachant que la moyenne, c'est à peu près 1000. Allez, encore 1000, c'est déjà pas mal. Mais ouais, tout s'est accordé parfaitement. Et en plus de ça, c'est une équipe qui a fait, comme l'a dit Madiane, qui a fait 3e de la conférence Ouest, mais qui a gagné que 48 matchs. C'est-à-dire que dans la vision qu'on a des Kings, c'est la vision d'un 3e, mais comme si un 3e qui avait remporté 55 matchs. Alors qu'ils en gagnent que 48, alors que tout est mis bout à bout pour eux. En plus de ça, pas de blessure, mais les équipes qui étaient censées être meilleures qu'eux n'étaient pas meilleures que l'an dernier. C'est-à-dire que les Suns, il y a eu un remodellement complet de l'effectif. Remodelage, merci. Je perds mon français. Il y a eu un remodelage complet de l'effectif. Les Lakers, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Remodelage aussi. Oui. Même au niveau du remodelage, ça a mis un peu plus de temps. Les Warriors ont été en deçà des prévisions qu'on a pu faire. Les Clippers, il y a eu des blessures et ça n'a pas fonctionné comme ça allait. Donc potentiellement, ouais, moi je vois 4 équipes sûres. Si ces 4 équipes-là, sans compter Denver bien sûr, hein, si ces 4 équipes-là jouent à leur niveau, ils seront au niveau des Kings. En tout cas au-dessus des Kings. Memphis, je mets au-dessus des Kings. Je trouve qu'il y a plus de valeur sûre apportée par Memphis que par les Kings. Et pour moi, ils sont dans un groupe avec Warriors, Wolves, Spurs, OKC et eux. En gros, ça va être du 11e au 7e. Et c'est pour moi, les places sont interchangeables. Je mets Dallas au-dessus d'ailleurs. Et ce sera à eux de s'extirper de ce rôle. Pour moi, tu vas avoir vraiment un groupe de 4-5 en haut de la confest. Et en dessous, ça va être la bagarre pour play-in. Je suis peut-être très pessimiste pour les Kings. Je l'ai été tout au long de l'été. Je suis peut-être un peu trop pessimiste leur concernant. Mais je me dis, le clutch, on sait que ça dure pas, ça se reproduit pas d'année en année. Alors offensivement, ils auront toujours la même puissance de feu, hein, mais j'ai quand même beaucoup moins de certitude sur ce qu'ils seront capables de produire que d'autres équipes. Vas-y, Tom. Moi, je dirais juste que c'est une équipe qui a pas de marge en fait comparé à l'an dernier. Et ce qui m'a fait sourire en fait dans les équipes que Constant a citées directement, c'est qu'en fait ce sont toutes des équipes qui sont dans la même division qu'eux, malheureusement pour eux. Donc du coup ça annonce un calendrier sauf les Nuggets. Difficile. Voilà, ça annonce un calendrier un petit peu plus difficile. Après c'est vrai que cette équipe des Kings, quand je regarde leur effectif, je vois pas qui peut être, à part peut-être Fox, parce que la saison au tir est quand même exceptionnelle, il nous a pas habitués à ça. À part lui, je vois pas, en fait, qui va régresser vraiment. Je vois pas qui va régresser, puisque l'effectif est quand même jeune. Enfin, les joueurs sont dans un âge où
tu progresses encore. Donc, il peut y avoir, je pense, une progression, mais du coup, la progression globale de l'effectif ne va peut-être pas rattraper l'élévation du niveau des autres équipes qui auront moins de problèmes. Puisque, encore une fois, tu vois, en dehors des équipes que tu as citées, quand tu prends, par exemple, les équipes qui étaient au-dessus, tu vois, Memphis l'an dernier qui a gagné 51 matchs, qui était au-dessus, alors que le line-up qui a joué le plus de possessions, il en a joué 384. Quand tu vois Denver qui a largement laissé le pied, baissé le pied entre guillemets en deuxième partie de saison, qui sont plus facilement rattrapables. Par contre, je pense que quand même qu'ils ont leur destin entre leurs mains parce que ils peuvent regarder toutes les équipes qui sont dans leur division dans les yeux et je serais pas surpris au final. Je pense qu'il y a un monde où ils sont champions de la division. Oh. Je sais pas si c'est le monde le plus, je sais pas si c'est le monde le plus, je sais pas si c'est la chose qui a le plus de chances d'arriver, mais ça peut arriver puisque les autres équipes ont les autres équipes ont toutes des problèmes. Les Suns ont encore des problèmes de blessures. Ils ont le moins de variance de toutes les équipes. C'est sûr que si tu dois mettre la maison sur l'équipe qui fait, allez, on va dire 43-44 victoires, les mettre sur les Kings, c'est pas déconnant parce que ce sera moins que l'an dernier à mon avis, mais ça descendra pas non plus énormément. Tu vas perdre les victoires sur les facteurs, du coup les 4-5 victoires de plus qu'ils avaient, mais beaucoup plus, ce serait très étonnant parce que c'est une équipe de plancher, c'est une équipe stable et à mon avis, ils ont pas de problème à gérer ou quoi que ce soit. Ils sont là, après, toi, c'est la seule équipe de la division qui n'a pas de problème de blessure. Alors oui, il y a une différence entre la saison qu'ils ont faite d'un point de vue santé l'an dernier et ce qu'on peut attendre d'une saison moyenne en termes de blessure. Mais quand tu regardes les autres équipes qui sont avec eux dans la division, bah ce sont toutes des équipes qui sont très bas en fait sur le spectre de la disponibilité. Ouais, mais ils ont tellement moins de marge que les autres, par contre. Mais voilà, c'est ça, ils ont moins de marge. C'est ça, par exemple, je sais pas, la saison rookie de Keegan Murray, bah, si tu passes de 42 saison rookie à 48, 38, 39 saison sophomore, ça fait une grosse différence sur la réussite de ton attaque. Enfin, là où je suis moins d'accord avec toi, Tom, c'est que pour eux, ils sont tellement à la limite sur ce qu'ils ont prouvé la saison dernière que des chutes de quelques pourcentages de réussite, quelques points, ça peut être 4-5 victoires, comme l'a dit Badian, sauf que 4-5 victoires à l'ouest, là, bah, si t'es à 42, 43, bah, tu passes peut-être davantage du terrain à, tu te prends un play-in, en fait. Donc, c'est une différence assez majeure. On en est à la mi-chemin. Bon, on n'est pas loin des 50 minutes. Ça va, on va dire que ça va, ça aurait pu être pire. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve, on reste à l'ouest, bien sûr, à l'ouest. On reste à l'ouest pour discuter d'une équipe qui a aussi un petit peu fait parler d'elle hors terrain pendant l'intersaison. On continue nos previews toujours à l'ouest avec les New Orleans Pelicans. Tom, tu t'es porté volontaire pour parler des Pels, parce que les Pels, faut être honnête, c'est un peu l'équipe cachée de Tom. C'est un peu ce qu'il n'ose pas avouer. On le sait depuis plusieurs années dans le podcast. Quelle décision prendre sur leurs 5 titulaires, privilégier l'attaque et le spacing avec Trey Murphy ou la défense avec Herb Jones? Tom, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est vrai que ça aussi, on en avait parlé un petit peu entre nous à l'intersaison, pour moi, il y avait 3 joueurs qui pouvaient prétendre au 3e spot, avec Dyson Daniels, qui offrait plus de garanties d'un point de vue playmaking et qui était un défenseur plutôt solide, avec du coup des problématiques de tir. Herb Jones, qui est le titulaire désigné, du coup, qui lui est vraiment un joueur très important dans le fonctionnement de la défense et dans l'équilibre de cette équipe des Pelicans, et aussi Trey Murphy, Trey Murphy du coup, qui lui qui est la caution offensive, vraiment le bombardier, qui qui un très grand joueur par la taille, mais qui permet des choses offensivement aux Pelicans que d'autres joueurs n'en font pas, et qui lui apporte la caution analytique à cette équipe-là, où la plupart des joueurs qui monopolisent l'usage le font dans des zones qui sont pas forcément très rentables. Donc du coup, c'est vrai que théoriquement,
la question se pose, et plus en fait j'ai étudié le dossier, je me dis, au final, il y a pas tant de questions que ça. Je pense que le joueur le plus désigné, ça va être Herb Jones pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe qui, on va dire que sa défense, sa principale défense est de faire en sorte que tu n'arrives pas à accéder au cercle. Donc, vu qu'il y a très peu de protection de cercle, donc ils sont obligés de surcharger l'axe du terrain, et notamment ils sont très forts sur la défense de l'ongle avec des Herb Jones et voire même Brandon Ingram qui le fait aussi parfois de temps en temps, des longs joueurs qui permettent d'empêcher la pénétration et du coup de forcer les équipes à contourner et à ne pas passer par l'intérieur. Et en fait, je me dis que non seulement il y a ce point-là pour lequel il va être important, la défense de l'ongle pour limiter le nombre de pénétrations, mais aussi il va être associé à 4 joueurs à fort usage. Donc autant garder le gars qui est le moins bon, on va dire, qui a le moins besoin qui a le moins d'impact offensif avec ce joueur-là, et plutôt garder quelqu'un qui aura des munitions en sortie de banc et qui va jouer moins avec les titulaires, qui pourra avoir lui des cartouches, vu que c'est un joueur très efficace et qui prend des tirs dans des zones très rentables. Puisque au final, si on met Trey Murphy avec le 5 titulaire, il va passer en 5e. Sauf que c'est pas ce que tu veux offensivement. Ok. J'ajouterais à ça que le problème, c'est que Trey Murphy, il y a très peu de tirs qui sont pas assistés. Et du coup, si tu le mets en sortie de banc, j'ai du mal à voir. Si tu lui donnes vraiment un rôle de pyromane offensif avec des ballons, tu vois, je le vois pas dans un rôle à la Malik Monk. On vient de parler des Kings, je pense pas qu'il sera capable de remplir ces critères-là. Moi, la vraie problématique, c'est que, en fait, si on regarde les ratings, il n'y a pas de débat à savoir qui doit être le 5e titulaire. C'est Herb Jones. C'est-à-dire que quand Herb Jones, alors le mieux, c'est d'avoir les deux en même temps sur le parquet. Quand les deux sont sur le parquet en même temps, le net rating des Pels est à plus 5. Mais dès qu'il y en a plus un des deux qui est sur le parquet, tu vois que les ratings sont bien meilleurs quand Herb Jones est sur le parquet que quand Trey Murphy est sur le parquet et que Herb Jones est absent. Et ça rejoint une problématique que j'ai avec ces Pels, c'est que justement Tom a parlé du fait que c'était un joueur analytique parce que les Pels avaient très peu de joueurs qui prenaient des tirs dans des zones rémunérateurs. C'est que j'ai un gros problème de spacing avec ces Pels en fait. Au-delà du problème de guard play qu'on aurait pu aussi évoquer, ou de capacité de création pour les autres, je pense qu'Ingram va encore avoir une bonne responsabilité dans ce rôle-là vu la saison à venir. C'est que moi, je me dis, cette équipe manque cruellement de spacing et de menaces offensives. C'est-à-dire que McCollum, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il était blessé l'an dernier, on verra quel niveau il va retrouver. Mais on commence à arriver sur un joueur qui a de l'expérience en NBA, qui a de la bouteille et qui commence à vieillir. En plus, les négociations pour le CBA ont dû le fatiguer énormément. Donc peut-être qu'il a pris l'été pour se reposer et qu'il va revenir un peu plus adroit. Zion ne prend pas de tir à 3 points, Valanciunas non plus. Ingram est un joueur quasi exclusivement maintenant de mi-distance. Surtout que l'adresse d'Ingram à 3 points, on sait, c'est une année sur 2. Donc là, cette année, c'est la mauvaise année de Brandon Ingram en réussite à 3 points. Et surtout très peu de catch and shoot. Tout à fait. En sortie de banc, ça va être Jordan Hawkins qu'ils ont drafté l'an dernier. Et voilà, je me dis que finalement, les joueurs capables de sanctionner sur catch and shoot à 3 points, voire même à 3 points tout court, se limitent du côté des Pels. Et là, tu as peut-être envie de privilégier un peu plus Trey Murphy. Mais défensivement, il n'est pas capable il est pas capable de faire ce qu'est capable de faire Herb Jones. Et je trouve que c'est une équipe qui a énormément de qualité athlétique en soi, mais qui finalement a des trous assez importants, ou en tout cas qui a des manques assez importants sur des domaines défensivement, protection de l'intérieur, qui protège l'intérieur, personne. Et si tu enlèves Herb Jones du 5, qui défend sur le point of attack, finalement pas tant de monde que ça. Et cette problématique du tir à 3 points. J'allais faire une mauvaise blague. Constante a dit que le mieux, c'est quand ils sont les deux sur le terrain. Bon, vu les problèmes de blessures, on en parlait des Pelicans, il y a peut-être certains moments où ils vont être les deux. On va avoir Trey Murphy et Herb Jones sur le terrain. Dès la fin novembre, globalement, ils vont retrouver le 5 de l'an dernier. Probablement, on devrait être là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Madiane, ou est-ce qu'on enchaîne sur l'équipe d'au-dessus? On peut enchaîner, je suis d'accord avec ce qui a été énoncé. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose sur les Pelicans, attention aux biais de confirmation, parce que j'ai entendu plusieurs fois et notamment dans certains podcasts américains le fait que les Pelicans, avant la blessure de Zion, qu'ils étaient dans le top 3 de la conférence du coup derrière Memphis et Denver. Mais la seule nuance que je veux ajouter à ça, c'est que ils étaient dans le top
10, je crois qu'ils étaient top 5 en attaque et top 7, je crois, en défense à cette période-là. Mais il faut se dire que le top 7, c'est aussi parce que il y avait, ils avaient du coup, ils autorisaient la 26e fréquence à 3 points, sauf que les adversaires avaient la 28e réussite. Ah, Ça s'appelle le théorème Knicks 2020-2021, ça. Donc, peut-être que si, je pense que on fait beaucoup l'analogie parfois du fait que si Zion avait ne s'était pas blessé, que l'équipe serait restée toujours au même niveau, mais peut-être que non. Voilà, parce qu'il y a des éléments qui prouvent que si l'adresse, il y a des éléments qui prouvent que voilà, avec un petit peu plus d'adresse, l'équipe aurait finalement peut-être dégringolé. C'est comme si on avait dit les Bulls, si Lonzo s'était pas blessé, il serait resté premier de conf tout le temps, quoi. Exactement, voilà. On invite toujours à se méfier des bouts de saison. Hein. Oui. On pense il y a quelques années à la fin de saison de Miami, d'une saison en particulier de Miami, dont on avait beaucoup parlé. Les bouts de saison sont rarement révélateurs. Peut-être plus que statistiquement sur les performances des joueurs. Il faut peut-être plus s'attarder là-dessus que sur certaines statistiques qui peuvent être un peu biaisées. Je remarque que j'ai très mal fait ma trame parce que Madiane, je vais te lancer en premier très tard, donc je te donnerai la parole juste après Tom, justement sur l'équipe qui suit, ce sont les Phoenix Suns. Alors, on va faire quelque chose, c'est que je vais donner la question et ensuite je vais l'expliciter, parce que clairement je pense qu'une partie de nos auditeurs ne comprendra pas la question. Ouais. Question qui est, parce qu'on n'a pas écrit, à chaque fois on s'est mis un peu des petits mystères, je suis sûr que c'est Tom qui l'a écrite, celle-ci, j'ai raison. C'est une question de Tom, ça. C'est une question de Tom. Ça peut être une question que de Tom. 30e au... Je sais même pas comment je peux l'expliquer. On va y arriver. Alors, 30e au Located Efficient Field Goal Percentage l'an dernier en étant 8% en dessous de la moyenne sur la part des tirs pris au cercle. Seront-ils vraiment top 5 attaques? Ça, c'est la version coréenne. Du coup, en version française, c'est-à-dire que ils étaient au niveau de la qualité des tirs pris, ils étaient 30e en NBA, si on va le traduire de manière très très large, et c'est une équipe qui ne va pas du tout au cercle. Donc en gros, ils prennent des shoots qui ne sont pas rémunérateurs, ils ne vont pas au cercle. Comment peuvent-ils être une top 5 attaque? Tom, the floor is yours, comme on dit. C'est vrai que on a parlé des Pelicans avec le théorème mathématique. Phoenix, c'est un peu la même chose en fait, où les joueurs qui monopolisent, entre guillemets, le taux d'usage sont des shotmakers excellents, mais du coup, qui vont biaiser cette notion de located field goal percentage, tout simplement, parce qu'en fait, ils n'ont pas la réussite des joueurs moyens sur ces tirs difficiles, tout simplement. Et en fait, c'est une équipe qui peut, on l'a vu par exemple face à Denver, entre guillemets, le problème mathématique, toi, tu vas prendre des mi-distances, eux, ils vont prendre des dunks, des 3 points. Au bout d'un moment, tu prends des shoots extrêmement difficiles et malgré ta réussite, au final, tu finis par te faire déborder. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, du coup, ils vont utiliser le supporting cast. Et je pense que on aura un supporting cast hyper analytics. Et on voit déjà, par exemple, il y a des joueurs qui historiquement qui sont arrivés dans cette équipe, qui notamment pour en termes d'efficacité au cercle et d'aller chercher des points au cercle et dans la raquette, Bradley Beal a toujours été plutôt bon là-dessus, hein, sur la part des tirs à aller récupérer au cercle. Eric Gordon aussi a été plutôt bon là-dessus. Et après, les autres role players, ça va être vraiment sur du tir de loin où ils auront des joueurs avec des faibles taux d'usage et beaucoup d'efficacité. Donc tout ce qui est Grayson Allen, Youssouf Nurkic. Ah, pardon. Youssouf Nurkic, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue. Le fait de passer d'un intérieur très très bon finisseur près du cercle à l'un des pires intérieurs finisseurs près du cercle de la ligue. À voir après si du coup les tirs qu'il aura ne lui seront peut-être pas facilités par la dangerosité amenée par le trio magique. Mais c'est vrai que moi, c'est une des questions sur Phoenix et j'ai l'impression que il y a un monde où offensivement, cette équipe-là est plus que la somme de ses parts. Et il y a un autre monde où les 3 joueurs stars font leurs stats, mais l'équipe ne fonctionne pas aussi bien défensivement et est à peine aux portes du top 10.
Madiane, on a dit, pour résumer la problématique une nouvelle fois, parce que je pense qu'on a perdu certains auditeurs et certaines auditrices sur la question. C'est une équipe donc qui prend des shoots peu rémunérateurs, comme l'a dit Tom. On pense bien évidemment à Kevin Durant, à Devin Booker et maintenant l'ajout de Bradley Beal, on ne l'a pas dit. Pourront-ils se classer top 5 attaque? Je rappelle que la saison dernière, les Suns, j'ai retrouvé ça, les Suns, je l'ai perdu, étaient la 17e attaque. 15e ou 16e. En fait, 17e selon Cleaning de Glace. Encore une fois, les Il y a ratings eu tellement selon de les... blessures et changements d'effectifs, faut voir le stretch. Enfin, c'est tellement compartimenté en stretch leur saison que c'est difficile de vraiment évaluer. Ce qui est difficile en fait dans ce genre de roster, et moi c'est vraiment le défaut que je retrouve, c'est l'aspect guard play. Il y a un moment quand oui d'accord, tu as des joueurs exceptionnels qui peuvent mettre des shoots difficiles et du coup ces shoots un peu rémunérateurs entre guillemets faciles, généralement c'est des joueurs c'est très important que les joueurs qui ont un talent offensif pas aussi développé que tes superstars puissent les prendre. Mais comment on va réussir à les mettre dans ces conditions de les prendre? Et ça va dépendre en fait d'un facteur, c'est-à-dire que le seul moyen pour que l'efficacité et les shoots qu'on leur permettra de prendre à ces role-players soient rémunérateurs, ce serait que si les défenses sont face à une telle efficacité offensive des superstars, que du coup elle doit faire des impasses défensives et de libérer finalement l'espace aux role-players de l'effectif. Et ça c'est une stratégie enfin, j'ai du mal à voir ça s'appliquer de manière régulière. Donc je pense qu'en fait c'est une équipe qui peut très bien arriver un soir et avoir une extrême efficacité parce que tes joueurs mettent dedans, donc t'es obligé d'augmenter la pression défensive sur les superstars et du coup ça libère un peu d'espace pour les autres. Donc malgré un guard play plutôt pauvre, tu réussis finalement à les trouver et à avoir une certaine efficacité. Et les soirs où ces superstars ne mettront pas dedans, le jeu collectif sera pas spécialement développé et tu te retrouveras dans des impasses où tes superstars ne mettent pas dedans et tu ne peux pas mettre en jambes tes roleplayers dans des zones où ils sont confortables et des zones efficaces sur le terrain. Et chez Kemat, tu passes une très mauvaise soirée offensive. Donc je pense que ça va être plutôt une attaque avec une variance folle. Et j'ai du mal à les voir à être excellents tous les soirs. Je pense qu'ils sont meilleurs que l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'était un peu particulier et qu'effectivement, ils ont eu beaucoup de soucis. Mais la variance de cette équipe, à mon avis, va être très importante et ce sera pas une attaque fiable tous les soirs. Constant. Je suis peut-être un peu plus optimiste que vous sur la question parce que je trouve en fait que c'est difficile d'avoir Kevin Durant, David Booker et Bradley Beal avoir des soirées off en fait. C'est qu'on est sur des... Déjà Kevin Durant, malgré les blessures, faut quand même se remémorer la saison qu'il a fait l'an dernier en termes d'efficacité. On était sur l'une des meilleures saisons en termes d'efficacité de Kevin Durant. Devin Booker, il y a des matchs où c'est un peu plus variable au niveau de l'efficacité au tir. Et dans ce cas-là, tu peux avoir un Bradley Beal qui peut prendre le relais. Je trouve qu'on sous-estime un peu la capacité qu'a Bradley Beal d'aller au panier. Même les dernières saisons à Washington où il était un peu plus en dedans au scoring, il continuait d'être un joueur parmi les joueurs qui allaient le plus au panier en termes de fréquence de tir pour les joueurs de son poste. Donc ça, c'est à pas oublier. Et même au niveau de leur banc, je trouve que si les Suns avaient conservé cette année le même banc que l'an dernier, j'aurais pu avoir ces craintes de variance offensive. Là, je trouve qu'avec l'ajout d'un joueur comme Eric Gordon, par exemple, tu peux avoir en fait un joueur qui peut supplanter potentiellement une mauvaise soirée de Booker ou une mauvaise soirée de KD. Alors, je dis pas mettre 30 points, mais je dis potentiellement, dans le trio magique, t'en as un qui fait une soirée off, t'en as deux qui font un bon match, et du coup, avec l'apport au scoring d'un Gordon, ça peut suffire à faire une bonne attaque. Donc, il y a ces problématiques de wordplay, mais je trouve que, ouais, effectivement, t'as tellement un trio offensif talentueux que j'ai du mal à voir vraiment des soirs où l'attaque ne marche pas. Je trouve que t'as la puissance offensive, et ne serait-ce que les qualités individuelles de ces trois joueurs-là, ajouté au fait que tu aies des joueurs analytiques, même s'ils ne seront pas mis dans les meilleures conditions, font que pour moi, il y a un scénario assez important où Phoenix est top 5 attaque. Mais je peux être over-optimiste concernant cette... Pour moi, c'est la notion de trio qui fait un peu la différence. Je rejoins Constant le fait que j'ai du mal à imaginer les trois ou les... Parce qu'en fait, si tu en as un ennemi qui est dans le match, t'as
1,5, du coup, tu as 1,5 points joueur du DH20, quoi. Enfin, sauf si c'est Bradley Beal, du coup, le 1 du 1,5. Et tu as trop de puissance de feu. Après, moi, c'est juste peut-être au niveau du prototype d'équipe. Quand j'ai vu cette question, j'ai été me refaire les top 5 offensive rating des dernières années. Et le prototype d'équipe qui se base beaucoup sur la puissance de feu de quelques joueurs, enfin, en fait, depuis Brooklyn, c'est quelle équipe qui s'est classée très très haut à l'offensive rating avec ce genre de prototype d'équipe? T'en as pas. Alors après, c'est un type d'équipe qui existe plus vraiment aussi. Donc faut aussi dire ça, c'est qu'il n'y a pas de précédent. Mais très souvent, les équipes qui se classent haut dans l'offensive rating, il y a aussi, je sais pas, une espèce d'osmose offensive. Il y a aussi de la réussite au tir, bien évidemment, sur du tir rémunérateur. Donc c'est peut-être juste ça. C'est peut-être qu'on va leur demander d'être élite de manière répétée, mais je pense qu'ils peuvent le faire. C'est plus au niveau du type et du prototype d'attaque qu'ils vont devoir mettre en avant, qui est un truc qu'on n'a pas vraiment vu dernièrement. C'est peut-être ça qui me pose plus de questions. Mais il y a une question que je me pose, en fait, c'est aussi sur le nombre de tirs, parce que, en gros, entre Booker, Durant et Bill, il y a quoi? Il y a environ par soir entre 55 et 60 tirs qui tombent, en moyenne. C'est à peu près ça la range qu'on va avoir en termes de tirs. C'est toujours difficile en fait pour un role player quand il touche pas beaucoup le ballon, parce que évidemment en fait je vais pas leur donner le ballon. J'ai 3 superstars. Évidemment que c'est pas. Je vais pas donner le ballon à Youssouf Nurkic. Non. Au poste. Au poste. Au poste. Alors, franchement, Nurkic au poste. Moi je suis une défense. Je vois Nurkic au poste, je double jamais. Hein. Ça veut dire que t'as gagné. C'est le théorème de l'adversaire qui te donne les armes pour les battre. C'est Youssouf Nurkic au poste. Mais au-delà de ça, en fait, il y a ces questions de rythme en fait pour ces joueurs et c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait dans une soirée off de ces joueurs, c'est pas des joueurs qui vont réduire leur volume en fait, c'est des joueurs qui vont continuer sur le même volume. C'est quand même ce qui m'interroge. Après, effectivement, ça peut très bien cliquer, mais c'est pas garanti que cette équipe soit la meilleure parce que les Nets avaient beaucoup plus de guard play, beaucoup plus de guard play que cette version des Phoenix Suns. Donc pour moi, c'est des exemples qui sont pas spécialement comparables. Si on avait eu un guard élite à la place de Bradley Beal, j'aurais pu envisager les choses autrement. Mais Bradley Beal, c'est pas exactement ça qu'il va apporter. Donc c'est ça qui m'interroge. Après, on peut avoir le fait que la puissance offensive fait que ça change tellement de choses pour les défenses que la circulation de balles et le jeu collectif de l'équipe s'en retrouve beaucoup facilité parce que quand t'as un Durant, un Booker et un Bill qui t'artillent, ben forcément défensivement tu dois faire des choix et des impasses qui facilitent forcément ton jeu offensif. Ouais, là où je pense où ils vont gagner beaucoup là-dessus, et je pense que c'est vraiment là où ça fera le delta, c'est sur le pourcentage de possession qu'ils vont arriver à jouer en transition. Puisque les équipes de Chris Paul, historiquement, ne jouent pas beaucoup de transition, même si elles arrivent à être très bonnes là-dessus. Et c'est vrai que, cette équipe-là, sur de la transition, sur du jeu au sacro, le danger peut venir de tellement partout que tu peux vite voir les adversaires paniquer et prendre des runs, quoi. S'ils arrivent à faire quelques stops, je pense qu'une équipe qui, sur de la transition, va être vraiment létale. Et c'est là peut-être qu'ils vont aller pouvoir chercher l'efficacité qui leur permettra d'être dans le top 5. Et puis dernière chose, on a beaucoup étudié le scénario où les trois sont là, mais il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que ils auront pas de problème, sachant qu'on a des joueurs qui sont habitués historiquement à prendre des gros volumes de tirs. S'il y a des absences, l'ajustement sera peut-être plus facile que pour d'autres effectifs, en fait. S'il faut augmenter le volume de tirs, ils n'auront pas de problème à faire ça, que ça soit Bradley Beal, Kevin Durant ou Devin Booker. Là où, en fait, dans certaines équipes dont on va parler dans ces previews, même des grosses cylindrées, si un joueur du top 3 saute, en termes de répartition de tirs, ça pourrait être compliqué. Il y aura moins cette difficulté-là, peut-être. À voir. Enchaînons, restons dans la même division. On a fait beaucoup de Pacifique en fait aujourd'hui. On en a fait 3. On parlait de guard élite. On parlait de guard élite. Très bonne transition, Constant. On va attaquer Golden State. Leur banc est-il un banc d'une équipe de playoff, surtout si on prend en compte le passif de blessure de Stephen Curry et de Chris Paul? Alors, Stephen Curry ne sera pas sur le banc. Vous comprenez qu'il y a une virgule dans cette question. Constant, je te lance là-dessus. C'est surtout Chris Paul, la problématique. Je me suis posé cette question parce que
c'est un théorème qu'utilise souvent Tom, c'est le remplaçant du remplaçant. Et en fait, c'est là où j'ai très peur pour les Warriors. C'est-à-dire que on peut critiquer Jordan Poole autant qu'on veut. Jordan Poole, il joue 82 matchs l'an dernier. Si Chris Paul joue 82 matchs, je peux faire tout ce que vous voulez la saison prochaine. Je peux, voilà, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient par la tête, je le fais. Si Chris Paul joue 82 matchs, mais je ne pense pas que ça arrivera. Ou alors, si ça arrive, je dirais juste bravo. J'ai perdu avec honneur parce que là, pour le coup, c'est improbable. Donc, à partir de ce moment-là où tu considères que Chris Paul se blesse, c'est qui le remplaçant du remplaçant? C'est Gary Payton et Corey Joseph? Là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Et même sans être trop critique, mais Stephen Curry a quand même un passif de blessure qui est pas le même que celui de Chris Paul. Et l'an dernier, il joue 55 matchs, par exemple. Bah, t'étais bien content d'avoir Jordan Poole, en fait, pour remplacer Stephen Curry sur les 27 matchs où Curry était absent. Là, tu vas avoir Chris Paul, mais du coup, ça va être Gary Payton 2 qui va sortir du banc. Gary Payton 2, tu peux pas l'utiliser de la même façon que tu utilises, que tu as utilisé Jordan Poole. Donc, je suis un peu plus sceptique. Au niveau de leur banc, je trouve que c'est soit très toussant avec Dario Saric, soit encore un poil trop green avec Jonathan Kuminga, où il y a encore beaucoup d'incertitudes qui restent autour de Kuminga, et il y a beaucoup d'incertitudes qui restent autour de Moses Moody, notamment sur l'utilisation qu'ils vont faire. Donc, potentiellement, si Steve Kerr va au bout de sa logique qui est de faire débuter Chris Paul, on ne sait pas trop, là, il joue un peu au poker menteur, mais il a l'air de faire débuter Chris Paul. Bah ouais, je me pose des interrogations, surtout qu'on est sur un groupe vieillissant, que Draymond n'est pas à l'abri de blessures non plus. Il est déjà blessé. C'est vrai, il est déjà blessé. Il s'est déjà fait la cheville en plus de ça. Donc Chris Paul a ses blessures, Stephen Curry a ses blessures, c'est des moteurs qui sont essentiels à cette équipe des Warriors. Je me dis que le remplaçant du remplaçant, il y a la paire de DiVincenzo aussi, qui même si dans les ratings il faisait pas une différence considérable, son niveau individuel était quand même très bon. Donc je suis un peu sceptique en fait sur le remplaçant du remplaçant, sachant que ça va arriver à un moment dans la saison pour les Warriors. Je trouve, avant de lancer peut-être Tom ou Madiane, je sais pas lequel des deux veut réagir, je trouve que là, il paye la conséquence de la double timeline maintenant. Ouais. C'est-à-dire avoir mis des jeunes sur le banc sans vraiment les responsabiliser et avoir été dans cet entre-deux. Maintenant qu'on s'est écarté, qu'on a éjecté certains des jeunes, on se retrouve avec un banc qui est indigne d'une équipe de play-off. Tu l'as dit, Constant, il y a... Alors, je me méfierais toujours, alors pas 82 Chris Paul, mais depuis qu'ils ont réussi à ressusciter pendant une saison autoporteur, je me méfie. Non, mais on a ressuscité Chris Paul, c'est depuis, il joue un peu plus. Exactement. Et il y a le Golden Boy de Santa Clara aussi. Exactement. C'est trop green pour l'instant, donc même si on l'adore. On se méfie. C'est les Warriors. Ouais. Effectivement, moi c'était ma simple observation par rapport à ça. Pour moi, ils payent la conséquence de leur politique des 2 dernières années. Mais maintenant. En soi, ils sont juste à draft plus au talent qu'au fit, à se retrouver dans une bien meilleure position. Hein. Donc la double timeline, elle a failli passer de manière exceptionnelle pour ces Warriors. C'est déjà exceptionnel. C'est passé à un choix de draft. C'est passé à un James Wiseman près, quoi. Ouais, non mais vous vous rendez compte que non mais en soi parce que le choix de draft n'était pas si évident au moment de la draft, je m'en souviens et j'écoutais très fort un certain Alan parce que sur le sujet où c'était pas forcément évident et je pense que les Warriors ont fait l'erreur classique d'El Madrido de la draft, c'est prendre là où t'as besoin alors qu'il faut surtout pas faire ça et plutôt bien examiner le talent neuf. Donc voilà. Ils étaient passés pas loin, mais en tout cas, oui, c'est un effectif vieillissant, c'est un effectif qui forcément ne peut pas remettre des jetons dans la machine de la course au titre chaque saison. C'est déjà incroyable qu'ils prennent leur titre du coup 2 saisons auparavant. Là, tu payes forcément un pot cassé, t'as pas de quoi renforcer. Les salaires sont énormes. Klay Thompson, il touche 43 millions de dollars la saison. Désolé. C'est pas la valeur terrain. Donc voilà, moi je relativise l'attente. S'ils font une très bonne saison, j'en serai très heureux parce que je pense que s'ils font une bonne saison, c'est que ce sera très intéressant à regarder voir un Chris Paul avec un Stephen Curry. Mine de rien, ça m'intrigue. Après, des limitations d'effectifs, des limitations sur le banc. Défensivement, je sais pas comment ça marche cette équipe. Ça, j'ai des gros doutes sur comment elle marche défensivement cette équipe.
voilà, c'est une équipe qui sera intrigante à voir jouer quoi qu'il arrive et c'est vrai que dans l'arène, j'en parlais de Sacramento, les voir derrière Sacramento sera pas étonnant. Quand même pas ajouter un dernier truc avant de laisser la parole à Tom. Faut quand même pas sous-estimer l'apport de Chris Paul sur la protection du ballon parce que les Warriors sont quand même habitués à perdre des camions de ballon. À avoir un joueur comme Chris Paul et sa propreté, ça peut changer beaucoup de choses dans les systèmes offensifs par contre. Mais au-delà de ça, un dernier point. Allez, après, je me tais, promis. Avec Draymond et Chris Paul, t'as beaucoup de joueurs qui sont des créateurs, mais qui, à partir du moment où ils n'ont pas la balle, ne sont pas des facteurs en attaque. C'est-à-dire que Chris Paul, il prend quasiment pas de catch and shoot. Draymond Green prend quasiment pas de catch and shoot. Donc, t'as deux créateurs qui vont être très bons pour servir Curry. Mais si t'en as un qui a pas la balle dans les mains, qu'est-ce qui se passe en attaque? Et simplement pour rebondir sur ce que tu disais, Constant, puis, plus qu'ils ne prennent pas de catch and shoot, ils les refusent. Oui. C'est aussi autre chose. Ils les refusent, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de le prendre et souvent, ils les refusent pour faire autre chose. Donc, là, je suis assez d'accord avec toi, notamment sur le côté dynamique avec Chris Paul. C'est que je trouve que, contrairement un peu à ce que tu as dit, Madiane, un peu avant, je trouve que c'est une équipe qui va être forte défensivement, simplement sur le jeu de possession. Parce qu'il y aura plus ces transitions où tu perds la balle en voulant faire des trucs créatifs et tu te prends un dunk automatiquement derrière. Je trouve que la défense va être un petit peu solide. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est sur l'attaque, puisque je trouve que le personnel est plutôt défensif, hein, parce que même quand tu vas sur le banc, tu vas avoir quand tu vas prendre les joueurs qui sont susceptibles de jouer, tu vas avoir du Kuminga, tu vas avoir du Payton, puisque c'est lui qui était souvent utilisé l'année du titre. Enfin, et après les autres pièces du banc qui peuvent potentiellement jouer, ça va être peut-être un peu de Moody, un peu de Dario Saric. Enfin, s'il peut encore apporter quelque chose, on sait qu'il est passé du côté du Thunder, ça n'a pas été forcément été une réussite. Le moteur est tous là. Ça n'a pas été une réussite. Donc, je trouve que moi, c'est une équipe qui, je pense, va être plutôt solide. Ça va être une équipe de vieux briscards qui est un petit peu plus solide défensivement et qui va se remettre au coup de génie de Stephen Curry en attaque. Mais... Je pense que c'est plus à ça que ça va ressembler. Et sur la saison, j'ai un peu peur en fait que les passages sans Curry, quoi. Puisque l'an dernier, avec Poole, il y avait un joueur qui était capable de reprendre sur certaines positions le rôle de Curry ou le rôle de Clay. Et là, ils l'ont remplacé par un joueur qui n'est pas du tout mobile. C'est-à-dire que quand vous regardez le jeu de Jordan Poole, c'est un joueur très flexible, très mobile. Chris Paul, c'est l'opposé. C'est l'opposé, c'est un joueur très méticuleux, il y a peu de folie dans son jeu. Donc, je trouve que c'est une équipe qui va encore plus être obligée de se remettre sur le talent offensif de Stephen Curry pour s'en sortir en saison régulière. Et moi, j'ai peur qu'il arrive sur les rotules arrivant en playoff. Mais tu penses parce que du coup là, il y a Draymond Green du coup qui, au début, on sait parce que Draymond Green ne jouera pas forcément au début, mais du coup, est-ce qu'il commence avec Kevin Looney ou pas? Enfin, il y a un truc que je comprends pas en fait dans leur façon de jouer, c'est que si tu ne mets pas Chris Paul en sortie de banc, ce qui est possible, non, Paul va sortir du banc. Là, je suis pas si sûr. Il faut le rappeler, l'an dernier, le line-up des Warriors, c'est le meilleur line-up au net rating des line-up qui ont joué, je crois, à peu près 700 possessions. C'est le meilleur line-up au net rating. Il y a eu l'absence du coup de Wiggins pour des raisons familiales qui a fait que ce line-up-là a arrêté de jouer un moment. Mais encore une fois, ça, c'était vrai l'an dernier, mais si ça se trouve, si ça avait continué, c'est pas sûr que si le line-up avait continué à jouer, c'est pas sûr qu'il aurait continué à dominer. Et du coup, on est d'accord, c'est Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney de base. Oui, Paul est sur le banc. Pour moi, c'est de toute façon, tu ne veux pas, pour moi, en tout cas, tu veux qu'il y ait le moins de minutes avec Curry et Paul, puisque Paul, il est là pour les minutes sans Curry. Parce qu'on sait que les minutes sans Curry, c'est toujours dramatique. C'est d'avoir un organisateur, un plancher offensif quand Curry n'est pas là.
avec, tu vois, un jeu un petit peu plus conventionnel, tu vois, pour les Kuminga, pour les gars comme ça, quoi. Moins cérébraux. Eh bien, oula. Eh bien, je me permets d'enchaîner. On remonte, on attaque les Cavaliers. C'est moi qui ai après les Hornets. C'est un peu plus joyeux, là. On va parler des Cavaliers. La question, deuxième net rating l'an dernier, sont-ils un réel outsider pour la première place à l'Est? Alors, la manière de tourner la phrase réel outsider, c'est un petit peu un paradoxe d'être un réel outsider. Donc, alors moi j'ai tendance, plus je pense à cette saison des Cavs, je parle de la saison 2022-2023, plus je pense qu'on a eu tendance peut-être à sous-estimer le fait que tout s'est bien passé pour eux et à se cacher un peu derrière notamment certaines stats avancées qui sont très favorables envers les Cavs. Par exemple, il y a une stat qui est celle des expected wins, c'est-à-dire les victoires qui sont attendues si on se base notamment sur les ratings, où les Cavs ont été très défavorisés selon cette stat-là. Ils auraient dû gagner 4 matchs de plus. Cependant, moi, quand je regarde l'effectif des Cavs, Evan Mobley a joué 79 matchs, Darius Garland en a joué 69, Donovan Mitchell et Jarrett Allen en ont tous les deux joué 68. Donc globalement, leur top 4 a beaucoup joué, même s'ils ont raté une dizaine de matchs. Bon, rater une dizaine de matchs en 2022-2023, c'est rater aucun match pratiquement, donc c'est plutôt positif. Il y a des grosses questions, je trouve, sur leur front court cette année, justement, si un des deux se blesse. Il y a eu des ajouts. Bon, j'ai toujours un amour bizarre pour Damian Jones. Je suis pas sûr que ça soit une partie de la solution. L'ajout de George Niang, je me pose des questions. Pour moi, en fait, la plupart des questions vis-à-vis des Cavs, c'est sur leur playoff qu'on les pose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'en sortir la saison dernière avec la question de l'aile, globalement, qui a été la problématique de l'intersaison. Mais sur des considérations de très très haut classement de saison régulière, pour moi, il faut plutôt revenir sur le fait qu'ils ont eu notamment de Donovan Mitchell qui fait une énorme saison régulière. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été en leur faveur et je me demande à quel point ils peuvent répéter ça. Dernière chose, alors ça dépend des années, mais la première tête de série à l'Est, allez, on va dire quoi? Il faut peut-être, à vue de nez, il faut aller chercher 55, voire plus de 55 si s'il y a une équipe qui fait une grosse saison régulière, et on peut l'imaginer que ça soit les Celtics ou les Bucks qui semblent être bien armés pour en faire deux bonnes. Bah, c'est énorme en fait en termes de victoire de saison régulière ces totaux là. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'ils sont clairement parmi les équipes qui vont se battre pour l'avantage du terrain, mais j'ai du mal à imaginer une première place en fait. Alors, je vais vous lancer là-dessus les gars, parce que quand j'ai vu cette question, je me la suis auto-attribuée, j'ai fait non. Mais j'ai eu du mal à trouver les arguments. Donc du coup, est-ce que pour vous, ce sont des outsiders? Il faut aussi prendre en considération, toujours dans la course à la première place, il faut voir aussi comment sont armés les gars d'en face. Et moi, je trouve que quand même, par rapport aux Cleveland Cavaliers, les gars d'en face sont sacrément armés. Et oui, je pense qu'ils auront l'avantage du terrain, mais pour la première place, en fait, il y a des équipes, en fait, qui, j'ai l'impression, vont activer le pilote automatique et rouler sur la conférence soir après soir sans avoir de grands soucis. Et j'ai pas l'impression que Cleveland fait partie de ces équipes-là qui arriveront à avoir cette régularité. Ils ont besoin que les facteurs soient positifs pour qu'ils puissent aligner, par exemple, 60 victoires. Moi, un 60 victoires de Cleveland sans facteur positif, j'ai du mal à y croire. Je les vois effectivement très haut en termes de nombre de victoires, mais s'il n'y a pas quelque chose qui se passe bien dans la saison, ça n'arrivera pas. Justement, est-ce que tout va bien se passer dans la saison? Est-ce que ce sera mieux forcément que l'an dernier? Moi, j'ai aucun facteur qui me permet de le dire. Ça pourrait arriver, mais j'arrive pas à trouver de petits bonbons, de petits éléments statistiques ou d'intuition qui me permet de me dire si ça se passe bien, ok, ils peuvent passer ce step-là. Et donc, oui, à date, pour l'avantage du terrain, il n'y a pas de souci. Pour la première place, ça me paraît difficile. J'attribue pas énormément de chance à cette équipe. Dernière chose avant de lancer, allez, je vais lancer Constant. Alors, imaginons qu'il conserve la première défense NBA, ce qui est quelque chose de difficile à faire, de conserver Pour être premier, il faudrait qu'il
augmente en attaque. Et pour moi, l'équilibre, il est notamment à propos des solutions qui sont apportées à l'aile, etc., avec Max Strus. J'ai du mal à voir en fait qu'ils arrivent à, d'un côté, garder la première place, la couronne défensive, et de l'autre, augmenter leur attaque en fait. J'ai du mal à imaginer ça. Et je vais peut-être être un peu plus optimiste que vous. Parce que, ouais, moi je pense qu'il y a un point qu'on sous-estime, c'est que les Cavs étaient la meilleure défense de NBA l'an dernier. Et que d'avoir la meilleure défense de NBA, ça te donne un matelas de victoire. Et ensuite, le matelas peut varier en fonction du niveau de ton attaque. D'ailleurs, ton matelas de victoire est bien plus sécurisé quand tu as la première défense que lorsque tu as la première attaque. Mais ensuite, est-ce que je les vois être un outsider pour la première place? Non. Mais très honnêtement, je vois l'état désastreux de la conférence Est en dehors du top 2. Pour moi, c'est une équipe top 3. J'ai vraiment du mal à les voir avoir une autre équipe potentiellement leur piquer cette troisième place. C'est-à-dire que on en parlera peut-être, ou vous en parlerez dans les autres podcasts, que ce soit New York ou Philadelphie ou Miami, c'est des équipes qui, selon moi, se sont soit affaiblis, soit stagnés, là où les Cavs, pour de la régulière en tout cas, se sont renforcés en résolvant quelques problématiques à l'aile avec Mastrux et avec Pick-up Game le dimanche Georgenien. Mais donc je trouve que ouais, il y a cette assise défensive qui fait que ils auront un matelas de victoire. Il faut quand même pas. Tu parlais des expected wins, Ben, c'est parce que les Cavs, le nombre de victoires attendues se base aussi sur le net rating. Les Cavs, lorsqu'ils gagnaient, ils explosaient leur adversaire. Alors que dans le clutch, c'est que la 10e équipe en pourcentage de victoire. Donc ça aussi, c'est un facteur sur lequel ça peut varier, c'est que c'est une équipe qui, dans des matchs serrés, peut faire mieux que ce qu'elle a été capable de faire l'an dernier. Resteront-ils la première défense? Peut-être pas, mais ils vont pas chuter, ils vont pas passer non plus 14e. Donc si tu conserves une défense top 3 et que tu gères peut-être un peu plus les matchs serrés, pour moi, tu as une troisième place de la conférence Est qui peut t'accueillir bras ouverts. Oui, mais du coup, je pense qu'on est d'accord. C'est que c'est une équipe, ils font 51 victoires. Pour être premier, il faut être entre 58 et 60. Il n'y a pas plus 7 dans le réservoir. Même si tu restes première défense, il n'y a pas plus 7 victoires à aller chercher. Ça me paraît très irréaliste de dire ils peuvent être premier ou voire même deuxième. Mais par contre, effectivement, qu'ils soient 3 ou 4, ça, à mon avis, ça va rouler et c'est ce que leur permet justement cette assise défensive. Donc je pense qu'en soi, on est d'accord. C'est 1 ou 2, ça paraît compliqué. 3 ou 4, ça paraît même plutôt garanti. Et là, je dirais entre 60 et 70% de chances que ça arrive. Pour moi, il y a un scénario, ils peuvent être deuxième. Je dirais ça. Il y a un scénario, Il y en a ils sont un. deuxième, mais j'ai Oui, du mal à voir et Boston et Milwaukee en dessous d'eux, en fait. Bah, s'ils sont deuxième, t'en as une des deux au-dessus. Hein. Oui, mais j'ai du mal à voir et Boston et Milwaukee en dessous de Cleveland, en fait. J'ai du mal à voir un scénario où les deux... non, premier, non. Ah oui. Ou alors, Voilà, ils font ce qu'a fait Boston en 2017, où t'as Milwaukee qui est complètement en roue libre, mais généralement, les régulières de Milwaukee, c'est pas des saisons en roue libre. C'est ça. Non. C'est ça. J'ai juste... Du coup, vu que la question, c'est outsider pour la première place, pour moi... C'est là où la question, qui a posé cette question? Parce que réel outsider, est-ce que c'est Tom? Parce que si c'est Tom, il faut lancer Tom. Parce que Tom, vu que c'est une question piège, Tom, en bon politicien, et derrière là pour l'instant, il est en réserve. Donc vas-y Tom. C'est bien moi qui ai posé cette question. Je crois que toutes les questions du doc, c'est soit Tom, soit moi. Il me semble pas avoir vu d'autres questions. Effectivement, j'ai pas choisi les miennes. Moi, c'est une équipe qui m'intrigue dans le sens où je crois peu... je pense pas que les deux meilleures équipes de la conférence finiront 1 et 2, tout simplement parce que je doute de leur volonté à s'employer sur les 82 matchs. Là où les Cavs, il peut y avoir des notions de pression sur le coach, des notions de pression sur Kobe Altman, des notions peut-être de pression contractuelle aussi, et je pense que c'est avec les Knicks, peut-être l'une des équipes les plus profondes de l'Est. Quand tu regardes la profondeur, globalement, ils peuvent jouer, en saison régulière, ils peuvent jouer à 9, 10, peut-être sans que ce soit hyper choquant, avec des joueurs de niveau NBA. Donc je me dis que peut-être il y a un scénario où si eux jouent le truc à fond, s'ils veulent par exemple des trophées individuels pour leurs joueurs et des choses comme ça, si eux potentiellement jouent le coup à fond et les autres ne sont pas à fond, ils peuvent
les doubler parce qu'il y a la recette où vous avez parlé du fait qu'ils étaient première défense l'an dernier. Et ça, c'est avec la malchance du tir à 3 points quand Evan Mobley est sur le terrain. Donc, si ça, du coup, ça se renverse de l'autre côté, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, les adversaires avaient une réussite assez anormale à 3 points, très au-dessus de la moyenne. Donc, si on se base sur la moyenne, alors là, ils devançaient Memphis de, je crois, de peut-être 0,2 points. Peut-être que ils peuvent être en fait beaucoup plus haut en défense par rapport à la moyenne, qui va, on va dire, écarter leur différentiel par rapport à la moyenne et du coup leur permettre d'avoir encore un meilleur net rating, un meilleur bilan. Donc c'est le seul scénario que je vois, mais pour moi ce serait étonnant, mais ce serait pas choquant de les voir premiers. Pour moi, il y a. Là où... Ouais, Vas-y, excuse-moi, Constant. je vais juste, pour moi, il y a un truc qui peut, enfin, je vais citer un nom qui peut potentiellement leur faire franchir un palier, Darius Garland. Oui. Là où je serais un peu plus réservé, c'est qu'aussi je pense que je vois... C'est un truc qu'on dit souvent ça, mais moi historiquement, ils sont où les exemples d'une équipe qui se dit non, la saison régulière? Très souvent, c'est par dépit, c'est pas par choix en fait que tu laisses échapper la saison régulière. C'est très souvent par nécessité parce que tu te prends des blessures, tu te prends des faits de saison contre toi en fait. Tu vois, est-ce que moi ça me choquerait pas de les voir, tu vois, dans le rôle de Toronto il y a quelques années. Exactement. Tu vois. Ouais. Toronto, Boston. Il faut une grosse régulière, Ou le alors Jazz. qu'on sait que c'est pas eux la meilleure équipe de la conférence. Oui, mais Après, le Jazz, ils gagnent beaucoup de matchs cette année-là, mais quand ils font premier, donc c'est dur. Mais tu peux pas penser que Milwaukee et Boston vont faire une saison dilettante et vont gagner. Donc le plafond de Cleveland, c'est quoi? Allez, c'est 55 victoires. 55 peut-être. Voir et Boston et Milwaukee faire moins de 55 wins, c'est pas le scénario le plus probable. En tout cas. Surtout que dans le cas de Milwaukee, alors on n'est pas sur la partie Milwaukee, mais il y a des nécessités de test en fait, parce qu'ils ont une nouvelle structure. Donc en fait, pour moi, la notion de oui, peut-être s'ils ont compris au bout de 65 matchs comment faire jouer Dame Lillard et Giannis ensemble, ok, ils vont peut-être laisser couler, mais en fait, pour moi, ils ont aucun intérêt à le laisser couler. Surtout, dernière chose, alors bien évidemment, il y a eu l'épopée Miami, mais ça a de la valeur en fait quand même d'être premier de ta conf, d'être deuxième de ta conf. Enfin, historiquement, si t'es 1 ou 2, tu as beaucoup plus de chances de gagner le titre que si t'es 3. Tu gagnes le droit de te faire taper par Miami. Exactement. Donc... Les Bucks, ça fait 14 années de suite qu'ils sont premiers de la conf. L'année où ils sont champions, ils sont troisième. Donc je sais pas. Moi, je vais retravailler cette question après l'épisode, ce qui n'a aucun intérêt, hein, bien évidemment, mais je n'arrive pas à mettre... C'est un a priori, probablement, mais pour moi, c'est très peu probable. Terminons. Madiane, on va enfin te retrouver. Madiane, terminons par une des équipes qui a été justement nommée les Celtics de Boston. Le retooling de l'été annonce-t-il la fin d'un cycle? Qu'est-ce donc cela, Moyen-Âge? Eh bien, effectivement, allez écouter notre épisode qu'on avait fait il y a quelques temps sur les différentes notions de reconstruction pour mieux le comprendre. Madiane, je te laisse parler. Et justement, c'est un retooling et non pas une reconstruction. Pour moi, en fait, le cycle, c'est celui de Jaylen Brown et de Jason Tatum. Ouais, dès lors que tu as prolongé Brown parce que tu n'avais pas le choix, du coup, tu n'as pas changé le cœur finalement sur lequel tu construis. Tu construis sur cette base et tu trouves les joueurs autour. Le seul point, effectivement, qui pourrait laisser entrevoir une fin de cycle, c'est de se dire qu'un joueur qui est resté aussi longtemps que Marcus Smart est parti rejoindre la franchise de Tom. J'espère que tu en es très heureux. Il l'a pas là. Cache ta joie. Tu passes de Dylan Brooks à Marcus Smart, tu pourrais quand même être un minimum content. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, Tom était très peu expressif. Hein. Il n'a pas vraiment réagi. Mais j'ai l'air plus enthousiaste que lui. Les fans de Boston sont plus enthousiastes pour les Grizzlies que Tom lui-même. C'est incroyable. C'est terrible. Vu la saison de l'an dernier, les gars, permettez-moi un peu de retenue. De sobriété. C'est la sobriété, il a raison. Mais en tout cas, par contre, effectivement, l'effectif a beaucoup changé pour revenir aux Celtics. C'est une version avec peu de défense à l'intérieur, ou en tout cas, exit Williams, arrivée de Porzingis, ça va être quand même plus compliqué. On perd quand même 2 joueurs qui avaient beaucoup de minutes sur les extérieurs avec Brogdon et Smart. On récupère Holiday,
en termes d'équivalence, t'es quand même sur des profils qui sont pas trop différents. Et après, il y a Grant Williams, dans les joueurs qui ont joué et qui ont compté, qui est parti parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le prolonger. Clairement, ça rentrait pas dans les cases, vu qu'il avait refusé l'offre en cours d'année. Et après, t'as finalement une même base avec théoriquement, du coup, un peu plus de spacing offensif. Mais moi, ce qui me gêne finalement dans ce retooling, c'est que tu n'as pas résolu ton problème. C'est encore une fois, c'est la capacité d'avoir un porteur de balle, organisateur d'attaque très efficace, notamment pour aller suppléer Jason Tatum. On a bien vu que Jaylen Brown n'est absolument pas ce joueur. C'est clairement pas sa tasse de thé. Et du coup, si tu as envie de pouvoir optimiser ce que Jaylen Brown sait faire, tu avais besoin de ça. C'est pas ce qu'ils ont pris. Et finalement, j'ai l'impression que tu changes un peu autour, mais que les limitations que tu avais vont finalement être les mêmes, avec un peu plus de pouvoir offensif avec Porzingis. Mais à mon avis, c'est pas ça qui va changer l'équilibre des forces à l'Est. Madiane a osé prononcer le nom de Jaylen Brown, le nom qui nous a posé tant de problèmes suite au DH20. Refermons ce chapitre. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Constant? Est-ce que ça annonce la fin d'un cycle? Moi, personnellement, avant de te lancer, j'aurais tendance à dire non, parce que si le cycle, pour moi, là où je suis en accord avec Madiane, c'est que le cycle, c'est Jaylen Brown, Jason Tatum. Vu contractuellement où on en est, le cycle va continuer. En fait, je pense que c'est le premier été où il paye les frais du départ d'Ime Udoka. Je m'explique. Je suis pas convaincu que si Ime Udoka était encore coach des Celtics, Grant et Robert Williams seraient partis. Je pense que comme Mazzulla avait beaucoup moins d'originalité dans l'utilisation de Grant Williams et de Robert Williams, c'est devenu des joueurs qui étaient un peu moins indispensables à la construction du roster, et des joueurs que tu as un peu plus lâchés ou que tu as eu moins de regrets à lâcher pour faire venir Jrue Holiday ou pour faire venir Kristaps Porzingis. Je trouve que du côté des Celtics, j'ai une vraie problématique, c'est que c'est une rotation à 6, quoi. C'est une rotation à 6. Et même sans parler de playoff en régulière, ça me pose énormément de problèmes. Parce que j'aime bien Peyton Pritchard, hein. Il fait 2 bons matchs de pré-saison. Mais j'ai quand même des limites sur son potentiel et sur son utilisation sur l'intégralité d'une saison régulière. Je trouve que à l'intérieur, en fait, c'est tellement pauvre. Les Celtics, ils se reposent quand même beaucoup sur 37 ans à Horford. C'est-à-dire que à Horford, on sait qu'il est tombé dans le puits de la jeunesse éternelle et que c'est Pharrell Williams, il ne vieillit pas, mais il y a peut-être un moment où le poids des âges et des saisons va se faire ressentir. Et si Horford venait à avoir des pépins physiques, ou Kristaps Porzingis, hein, parce que Kristaps Porzingis, oui, il a joué 67 matchs l'an dernier, mais c'est une très bonne saison en termes de matchs joués pour Kristaps Porzingis. En fait, le remplaçant du remplaçant, c'est Luke Kornet. Tu vois, tu parlais au début, on parlait du fait que les joueurs à 3 points avaient peur quand c'était Victor qui sortait sur eux. C'est sûr qu'ils ont plus peur quand c'est Victor que quand c'est Luke Kornet qui est à 3 mètres et qui saute pour contester le tir. Ça, c'est sûr. C'est un bon joueur, hein, de surcroît. Je veux pas non plus dire qu'il est mauvais, mais je trouve que c'est assez faible pour une équipe comme Boston. Ouais, c'est une rotation aussi. Sur l'intégralité d'une régulière, je me pose des interrogations. Au niveau du cycle, je trouve que je sais pas. J'attends vraiment sans trop s'avancer sur les playoffs, mais il y a certes l'extension de Jaylen Brown, et je me dis que l'extension de Jaylen Brown n'est pas garant de plusieurs années à continuer avec ce duo-là, et que ce que tu as tenté cet été, ça ressemble quand même à des moves où tu essayes d'accélérer les choses en se disant on commence à renier ce qui a fait notre succès ces dernières années et des joueurs de longue date avec Marcus Smart. Je suis pas sûr que si tu as un nouvel échec en avril ou en mai, Jaylen Brown soit intouchable dans des discussions. Pour moi, c'est un château de cartes, en fait, cette équipe. C'est un peu... en fait, encore une fois, vous l'avez dit, je pense que Jason Tatum, je pense qu'on doit devoir en parler pour les trophées de fin de saison, parce que c'est un joueur qui va être obligé de jouer énormément de minutes. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui joue... L'an dernier, je crois qu'il est dans le top 5 au nombre de minutes jouées en saison. Et je trouve que l'équipe va devoir énormément compter sur lui. Donc, ils ont la chance que ce joueur-là, il est toujours présent. Il ne se blesse quasiment jamais. Mais je trouve que l'équipe, il y a
Alors, si pour répondre à la question, est-ce que c'est une fin de cycle? Non, puisque comme vous l'avez dit, je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire de faire bouger les choses et de prendre des risques, puisque au final, c'est une équipe qui, allez, ils ont joué leur première finale de conf en 2017, 2016. 17. Avec Isaiah Thomas. Normalement, ta fenêtre, elle reste pas ouverte jusque-là. Enfin, Ouais. c'est pas logique qu'ils soient encore, normalement, c'est pas logique qu'ils aient encore des assets pour pouvoir faire ce type de move, alors que la première fois qu'ils sont allés dans le dernier carré, c'était il y a 6 ans à peu près. C'est pas logique. Et il leur reste encore des assets pour faire d'autres moves ensuite. Donc, je trouve que c'est une équipe qui s'est dit, plutôt qu'à chaque fois être quatrième, plus de chance, troisième, plus de chance, ben là, on va jouer crânement notre chance, quitte à ce qu'on on referme la fenêtre, du coup, enfin que la fenêtre reste ouverte moins longtemps après, mais du coup, au moment où on peut passer, on peut, enfin, pour faire une analogie bête, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Z, quand ils sont bloqués dans la salle du temps et t'as Boo qui crie pour ouvrir l'espèce de petite fenêtre pour sortir, ben c'est ça. Ils ont ouvert ça au moment T où ils se disent qu'ils peuvent passer. Donc, ils ont pris le risque de dépenser beaucoup d'énergie pour 1 an, 2 ans, voir si ça marche, puisque il y aura des éléments contractuels hein, à la fin de la saison, notamment à propos de Jrue Holiday. Donc, ils tentent le tout pour le tout. Théoriquement, ça fait sens, mais ce n'est pas sans risque, tout simplement parce que tu mises beaucoup trop sur des joueurs qui ont tendance à ne pas être présents. Ils se retrouvent en fait dans une situation qui est celle de tous les contenders, puisque tu as parlé du fait que c'était incroyable d'avoir cette longévité. Leur longévité, le fait qu'ils avaient autant d'assets, résidait dans le fait que leurs meilleurs joueurs étaient des joueurs draftés. Là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont dû échanger pour des joueurs de qualité, qui est un peu plus des situations normales, on va dire, pour un contender. Et ils payent le fait que, on le dit souvent, le titre est très souvent une affaire de joueurs dans leur troisième contrat, sauf qu'en fait, le troisième contrat commence pour leurs joueurs alors que la fenêtre est en théorie ouverte depuis longtemps, en fait, ce qui arrive pas. Donc Voilà, c'est ça. ils payent ça, en fait. C'est que, en théorie, elle devrait s'ouvrir maintenant, dans un monde normal. Sauf qu'en fait, elle est ouverte depuis, ça dépend. Ils étaient là trop tôt, entre guillemets. Ils étaient là trop tôt, ils payent maintenant alors que leurs joueurs arrivent à leur prime, si on utilise souvent cette expression. Moi, j'ai pas trop de choses à rajouter vis-à-vis de cette équipe de Boston. Après, je pense que je salue la prise de risque parce que parfois la politique de Boston, personnellement, avait un peu tendance à, je vais pas dire à m'ennuyer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le all-in, peut-être dans une vision un peu anachronique, parfois à rajouter une autre star, mais en tout cas, on est dans une vision et je pense de Brad Stevens, parce que il y a un truc qui m'a fait tiquer constant quand t'as dit si Ime Udoka était pas là. En tant que coach, je me demande à quel point Brad Stevens, il comprend ce dont a besoin son coach sur le terrain plus que d'autres dirigeants. Dans le sens où il a peut-être fait ses moves parce que il sait ce que sait faire et ne sait pas faire Mazzulla avec un effectif, et il s'est dit qu'en fait, certains profils seraient peut-être plus adaptés à la philosophie offensive ou défensive de Mazzulla. Simple théorie. Mais, vas-y Tom. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que certains front office, pour, entre guillemets, simplifier les choix du coach, leur enlèvent des choix. Ouais. Mais et du coup, pour éviter de te donner le choix et que tu, voilà, on va t'en donner moins, tu vas te concentrer pour faire ce que tu sais faire et ce que tu veux faire avec peu, mais du coup, tu vas masteriser la façon dont tu vas utiliser l'effectif que tu as. Mais Mazzulla, l'an dernier, avait mis très longtemps à comprendre l'utilité d'un Robert Williams qui avait été compris très vite par le coach l'année d'avant. Justement, c'est ça. En fait, c'est comme si on avait recommencé de zéro l'an dernier, alors qu'on avait la continuité d'une séquence qui les envoie quand même en finale NBA. C'était très bizarre, l'arrivée de Mazzulla et son utilisation, notamment de Robert Williams. C'est ça le truc, c'est que le GM essaye de simplifier le coach, et si le coach avait utilisé ces deux joueurs-là plus, peut-être qu'il n'aurait pas fait les moves pour lui simplifier la vie. Mais c'est un peu une intersaison. Alors, on revient pas sur la saison, t'es preview, mais moi, c'est un peu une intersaison de si, celle des Celtics, parce que en termes de chronologie, on leur aurait annoncé ce qui allait se passer 6 semaines après. Je suis pas sûr qu'ils font les mêmes moves, en fait. Je sais pas ce que vous voulez dire par là. Si on leur annonce, s'ils savent que si le
Lillard se décante autrement, s'ils savaient par exemple que, en gros, je suis pas sûr qu'ils fassent les mêmes moves s'ils savent que Lillard arrive à Milwaukee par exemple. Parce que je pense que une partie de la philosophie de leur move, vous dites qu'ils ont une rotation courte, les gars. Je pense qu'aussi qu'ils s'imaginaient que l'Est n'était pas. L'Est, on l'a dit globalement, tu l'as dit, il est un peu. Tu l'as dit, Constant, l'Est, en dehors de 2-3 équipes, c'est pas brillant cette année. Je pense qu'ils s'imaginaient peut-être que la course à l'Est serait plus simple que ce qu'elle va être maintenant. En fait, je pense que je peux me tromper. Est-ce que finalement, au départ de l'été, je pense qu'effectivement, ils s'imaginent pas que ça tourne comme ça. Et je pense qu'ils partent sur le scénario le plus probable à ce moment-là, qui est Lillard va atterrir à Miami. Mais je trouve qu'ils retombent bien sur leurs pattes finalement, parce qu'en fin de compte, la place se libère pour récupérer Holiday et ils font le move pour un meneur titulaire beaucoup plus solide que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc, je trouve qu'ils retombent plutôt bien sur leurs pattes, mais comme dit, le souci de cette intersaison, c'est que oui, ça simplifie les choix du coach. Oui, à mon avis, Brad Stevens essaye d'aider son coach au mieux, mais ça résout pas les problèmes de roster. Donc c'est le problème d'avoir une vision coach, c'est que t'as pas une vision construction de roster et les limites de ton roster que t'as vu éclater en playoff, tu t'es pas dit que t'allais prioriser là où t'as des manquements chez tes deux stars, et c'est peut-être ce qui est un peu dommage. Et peut-être que, tu vois, ces changements-là vont peut-être forcer Jason Tatum à peut-être évoluer aussi dans un registre différent, puisque Jrue Holiday n'est pas un playmaker qui est dans le premier tiers, ni dans on le va dire. deuxième. Voilà, c'est pas un gars. Et moi, c'est un peu quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que plutôt que faire en sorte que Jason Tatum soit la meilleure version de lui-même, on veut essayer de le faire devenir un joueur qu'il n'est pas. Ouais. Pour faire que l'équipe réussisse. Enfin, après, il peut évoluer et ça peut très bien marcher. Sauf que je trouve que c'est un peu dénaturer le joueur. Tout à fait. Et je peux entendre que ce que je dis est complètement faux et n'a pas de sens. Hein. Et c'est les mêmes problèmes que tu as avec Jaylen Brown. Les limitations de Jaylen Brown, qui a été la cible d'énormément de critiques, c'est tu lui demandes de faire ce qu'il ne sait pas faire. Il sait pas faire ce que tu veux qu'il fasse. Donc, à un moment, on le sait depuis sa saison sophomore que son dribble et son playmaking, ça va être très, 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 très compliqué. Bon, à partir d'un moment, il faut pas que ce soit lui qui le fasse. Et du coup, quand Tatum ne peut plus le faire, on lui demande de le faire, mais il sait pas le faire. Donc c'est ça qui m'étonne un peu, c'est que c'est un problème que tout le monde voit, mais qui reste entier. Peut-être que tout le monde voit, sauf Jaylen Brown. Parce qu'on dit, on lui demande, mais il y a une part aussi du joueur qui veut. Hein, donc. Peut-être dernière chose, juste peut-être la différence avec Brad Stevens, je me faisais cette réflexion pendant l'été, c'est que on se moquait souvent avec Danny Ainge des trades qui ont failli arriver. Et en fait, Brad Stevens, en tout cas, les trades arrivent et surtout, la chose plus importante, les joueurs qui sont dans les rumeurs de trade, des joueurs qui du coup peuvent avoir un peu ensuite des relations un peu plus difficiles avec le front office, etc. Tous les joueurs qui ont été plus ou moins dans des rumeurs de trade, Robert Williams n'est plus là, c'est un spécialiste, Malcolm Brogdon n'est plus là. Après, ils ont prolongé Pritchard. Ils ont prolongé Pritchard, mais tu vois, c'est plus un joueur de bout de banc. Enfin, les joueurs qui comptent vraiment ont été éjectés. Donc, je pense que c'est peut-être une évolution dans la manière d'évaluer les choses. Mais globalement, il prolonge. Hein. C'est un coach d'extension. Hein. Mais c'était pas prévu à la base. Il a signé beaucoup d'extensions. Il a signé beaucoup d'extensions hein, depuis qu'il est arrivé. Stevens. Il a signé Rob Williams. Il avait signé auparavant Horford. Il avait signé aussi l'extension de Marcus Smart. Il avait signé aussi une extension pour Malcolm Brogdon. Donc, oui, il met de la stabilité pour ensuite créer de l'instabilité. Et sur des mecs c'est une stratégie dont j'entends parfois parler au football américain. Il prolonge des mecs qu'il a attirés lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il saute la case free agency, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il prolonge les mecs pour pas les amener sur le marché. C'est une stratégie en elle-même. Mais à la base, sa stratégie, c'était de garder Grant Williams. Hein. Il lui faut une offer sheet qui est pas en plus plus basse que celle qu'il a obtenue derrière cet été. Donc en fait,
théoriquement, si le joueur avait accepté, à mon avis, il serait dans l'effectif. Bah après, Grant Williams, c'est un sign and trade. C'est vrai que c'est un sign and trade au niveau de la MLE. Mais la situation financière de Boston fait que, tu vois, si Grant Williams, mine de rien, tu rajoutes ces 11 millions-là dans la masse salariale. Aïe, aïe, aïe. Le proprio, il tire un peu la tronche, quoi. Ah, clairement, c'est pas le moment de faire ça. Hein. Ok, et ben on a beaucoup parlé sur Boston, effectivement. On va conclure ce premier chapitre des previews. On ne devait pas faire 2 heures, on va pas faire 2 heures, mais on est quand même pas loin. Donc on va tranquillement fermer ce premier chapitre. On se retrouve très vite pour la suite des équipes. Merci Madiane, merci Constant, merci Tom. C'est pas l'ordre alphabétique, c'est l'ordre sur lequel ils apparaissent sur le logiciel d'enregistrement, tout simplement. On vous rappelle avant de terminer de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube également et sur les plateformes de podcast. Nous noter que ça soit à travers des étoiles, etc. Dire que vous avez aimé l'épisode, ça nous aide toujours. Nous, on va se reposer parce qu'on a entamé l'enregistrement une journée, on le finit dans une autre. Donc, vous pouvez deviner qu'on a enregistré un peu tard quand même. Donc, on va prendre un peu de repos et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut! 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 Tchuss.